qu'on a pour avoir un petit moment où on va débattre un petit peu plus des chiffres et également des idées que vous avez à propos de l'inclusion et notamment l'inclusion des femmes dans la tech. Donc ça, c'est le format que j'ai l'habitude de donner quand je suis en conférence européenne. Donc vous allez voir, c'est un petit peu différent. Et donc j'aimerais qu'on puisse parler de pourquoi vous ne pourrez pas attirer et retenir les femmes dans vos équipes tech, surtout si vous êtes en charge du recrutement, que vous faites partie du hiring management. Et j'aimerais qu'on aille au-delà de la... Je pense que beaucoup dans la salle ont la sensation que même... Alors je ne sais pas si vous trouvez que c'est juste une tendance ou un vrai fait social. Qui pense que c'est une tendance uniquement? Vous pouvez lever la main. Si vous avez une tendance de parler de l'inclusion des femmes dans la tech, ou est-ce que tu penses que c'est un vrai fait social, un fait sociologique sourcé qui peut être démontré par des études? Ok, donc vous êtes plus du côté fait social apparemment. Et ben c'est top parce que c'est exactement le point de ce soir. Donc notre agenda, déjà je vais me présenter, je vais vous dire pourquoi je parle de ça. Et puis on va pouvoir faire un petit point sur quelques chiffres clés qui ressortent d'études américaines notamment, ce qui est assez logique, puisque nous ne pouvons pas collecter de données en France quand elles sont genrées ou alors ethniques. Et autrement, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on va préparer notre propre set d'actions qui vont faire tout changer et tout basculer du côté positif de l'inclusion. Alors déjà, qui je suis, pourquoi je vous parle de ça, qu'est-ce qui se passe ce soir? Écoutez, moi je suis Marcie Erika Charolois, je suis content stratégiste en fait. Ça peut paraître un peu bizarre comme intitulé et comme même rôle dans la tech, mais il se trouve qu'on fait appel à moi pour créer des lignes éditoriales qui soient percutantes et qui interpellent à la fois les recruteurs, mais aussi les développeurs, en fait tous les métiers techniques. Ma force de frappe, c'est d'être un petit peu au milieu de tout ça et de pouvoir créer plein de contenus que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux, que vous allez retrouver sur Twitter, sur LinkedIn, peu importe, mais toujours est-il que ma première idée, c'est toujours d'apporter de la qualité et de la résonance et de ne pas être dans le bullshit parce que je déteste ça. Voilà, donc j'ai ma propre boîte qui s'appelle Merci Marcie, et donc j'agis en tant que content stratégiste, mais aussi consultante sur des questions d'inclusion. Donc ça m'est déjà arrivé d'intervenir là-dessus, notamment avec la Grande École du Numérique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent la Grande École du Numérique. Levez la main si c'est le cas. Ok, il y a une personne, 2 personnes. Top. Alors la Grande École du Numérique, en fait, c'est une branche du gouvernement et précisément du ministère de l'Économie et des Finances. Donc j'ai travaillé avec eux pour préparer des lives pour faire la promotion de formations inclusives et également une série de podcasts, donc des retours d'expérience de développeurs qui sont chez Deezer, qui sont chez Ocha, chez plein de boîtes super cool et qui ont pris des sentiers... pas battu pour le coup. Et donc voilà, l'idée c'était aussi de promouvoir les différents parcours qui amènent à la tech et comment ils se défendent. Autrement, j'ai travaillé pour Ma Bonne Fée. Alors Ma Bonne Fée, c'est une boîte qui se situe plus sur des questions de parentalité et aussi d'égalité femmes-hommes. Donc il y a à peu près une centaine d'articles que j'ai rédigés en leur compte pour promouvoir ça auprès forcément d'entreprises de l'IT. Je bosse actuellement chez Muso, qui est pareil, un agent du recrutement. Et donc, j'interviens beaucoup avec des recruteurs IT. Pareil, encore une fois, l'idée, c'est de faire des messages, des annonces qui ont du sens pour vous, pour tous vos métiers. Et aussi qu'on puisse avoir des messages d'approche où on a votre prénom qui apparaît normalement, pas le prénom de quelqu'un d'autre, par exemple. Enfin voilà, plein de choses qui sont, on va dire, plus percutantes et qui vous témoignent un peu plus de respect aussi dans la manière dont on a de vous approcher. J'ai également fait quelques interventions chez 50 in Tech. Alors chez 50 in Tech, c'est une boîte qui a pour objectif d'avoir une représentation de 50% des femmes dans la tech d'ici 2050. C'est un énorme chantier, autant vous dire que ce que je vous présente ce soir, ça a aussi du sens là-dessus. C'est pas l'idée de vous faire mon CV, l'idée c'est de vous démontrer pourquoi j'en arrive là. En fait, pendant un peu plus de 2 ans, je bosse chez We Love Dev, qui se trouve être un média qui, du coup, pareil, est à mi-chemin entre recrutement, IT et comment on discute avec les recruteurs et les développeurs. Et surtout, l'idée, c'est de démontrer comment les développeurs sont heureux au travail. Est-ce que vous connaissez We Love Dev pour certains d'entre vous dans la salle? Ok, vous êtes à 6 personnes. Très bien. Alors, ce qui se passe quand je suis recrutée chez We Love Dev, c'est que Damien Cavaillès, qui est donc le monsieur avec la barbe qui est juste à côté de moi, juste à ma gauche, il a décidé de dans ses équipes. C'est une volonté. Ce n'était pas le fruit du hasard, il voulait absolument
embaucher des femmes parce que jusque-là, il n'y avait que des mecs dans l'équipe. Et il se doutait bien que ce n'était pas forcément quelque chose qui permettait davantage de diversité au sein de sa boîte. Et notamment, il voulait quelqu'un qui pilote la ligne éditoriale. Et donc, il se retrouve un petit peu au croisement de tout ça. Il se trouve que je suis la première femme à être recrutée, la première femme racisée. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le terme racisé ou pas? Oui. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec et qui ne comprennent pas le sens de ce que ça veut dire? Si c'est le cas, vous pouvez lever la main. Ok. Donc, racisées sont des personnes qui sont supposément avec une ethnicité qui n'est pas blanche et qui peuvent subir du racisme. Voilà, très clair. Et donc, je suis la première femme racisée, LGBT en plus de ça. J'aime bien le cumul des mandats. Donc, forcément, ça me donne une grille de lecture quand même qui est très, très vaste. Et il se trouve que je passe de chargée de communication à, du coup, en charge de la ligne éditoriale. J'ai quelques missions. Ces missions-là, elles sont hyper importantes. Déjà, moi, je dois en fait baliser quel est mon périmètre, à qui je parle, pour qui je parle. Bon alors, qu'est-ce que... Ah bah écoutez, donc voilà. Qui écrit sur cette ligne éditoriale, à qui j'écris, si c'est moi qui prends la plume, si ce sont des développeurs qui prennent la plume. Bah alors, qu'est-ce qu'il... Il est paresseux ce soir Et en clair, est-ce que je dois aborder uniquement des sujets qui sont techniques ou pas, ou est-ce qu'on peut aller sur des messages un peu différents, notamment comme la Green IT, l'inclusion, la diversité et d'autres sujets connexes. Très étrange cette histoire. Nous allons faire une petite pause. Quand ça merde chez les autres. Ouais, c'est clair, mais bon, je pose la question comme ça. Ah, bon, parfait. Impeccable. Bon, désolée pour le petit bug technique, ça arrive. Et du coup, voilà, ce qui se passe, c'est aussi, je me pose la question de quand est-ce que je programme tous ces contenus, toute cette richesse de contenu. Qu'est-ce que je priorise? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je dois promouvoir uniquement des articles techniques? Est-ce que je dois penser à des événements phares comme Devoxx, le forum PHP, voilà, les meet-up, les conférences, etc. Et comment je fais la promotion de tout ça? Il se trouve que forcément, on utilise des publicités, des social ads. Et en fait, je me rends compte que mes mots-clés, ils ciblent quand même vachement un groupe identique. C'est quand même vachement des hommes, quoi. Et ils ont vachement entre 25 et 45 ans. Et puis, ils ont aussi quasiment tout le temps les mêmes centres d'intérêt. Et puis, ils viennent en fait des mêmes endroits. Donc, voilà. Ça a été un petit peu ma petite épiphanie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, je me rends compte que par moi-même, je mets de côté un groupe extrêmement hétérogène. Je mets de côté la diversité en étant biaisée par ce qui m'entoure. C'est quand même vachement ballot pour quelqu'un qui fait des cumuls de mandats, soyons clairs. Donc en fait, ouais, je disqualifie moi-même mon propre féminisme et ma propre dévotion à l'inclusion en étant entourée par des hommes. C'est absolument pas un problème en soi, dans le sens que si on prend conscience que l'environnement agit sur nous, on a des moyens d'agir. Moi, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois mettre en place des choses qui permettent d'inclure davantage de personnes? C'est ce que j'ai fait. J'ai déclenché un temps fort éditorial où j'ai fait parler des personnes qui ne venaient pas, du coup, des mêmes centres d'intérêt, des mêmes centres de formation, etc. Et là, ça a été l'explosion. Et en fait, sur We Love Dev, on a juste adoré parce qu'on a eu plein de profils de développeurs et de développeuses différentes et qui venaient de partout. Mais ça, c'est favorisé par quoi, en fait, cette similitude qui agit sur nous? Ça vient de biais, notamment ce qui s'appelle l'habitus. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont fans de Pierre Bourdieu ou au total de... Ah oui, on a des... Ok. Un respect, très cool. Donc,
Pierre Bourdieu, en fait, il explique qu'on a un système de préférence et qui fonctionne dès qu'on est tout petit, et que ce système de préférence qui va être façonné à la fois par le langage, par la façon dont on va parler, dont on va être éduqué, par la façon dont on va s'habiller, dont on va bouger aussi, et bien tout ça, ça va avoir quand même un système d'interférence sur l'individu qui... parce qu'en fait, dans l'idée, l'humain, il n'a pas envie de mourir, donc du coup, il va se rassembler avec des gens qui lui ressemblent. Et ben, il se trouve qu'on va créer des petits clusters comme ça de gens qui se ressemblent, les uns avec les autres, qui vont avoir les mêmes types de langage, la même façon de s'habiller, etc. Donc exactement ce que je vous disais, donc c'est favorisé par la famille, par l'école, le corps, le langage, la façon de parler, de se comporter. Quand je dis ça, c'est-à-dire que souvent, quand on est un petit garçon, et notamment si vous faites partie de la génération Y ou pas, vous êtes des millennials pour la plupart. Ouais, il faut lever la main si vous êtes des millennials, c'est de 80, fin 80 à 95. Ok. Génération X, donc celle d'avant. Ah ouais, c'est kiff-kiff. Et la génération Z, du coup, après 95. Hey, vous êtes là! Trop cool! Moi, je suis une milléniale, mais je traîne qu'avec des Z quasiment, donc en fait, c'est marrant, je suis un peu à cheval entre tout ça. Pourquoi je pose la question? C'est-à-dire que moi, je l'ai vu et je l'ai vu pleinement auprès des jeunes femmes de ma génération. On nous a quand même vachement éduqués à ne pas prendre de la place, à ne pas parler fort, à avoir des codes couleurs qui sont très... voilà, c'est rose, c'est magenta, c'est violet, le bleu, c'est pour les garçons. Et l'habitus, c'est aussi ça, en fait. C'est est-ce que moi, en tant que nana, j'ai l'opportunité de prendre de l'espace et de déranger quand je prends de l'espace et parce que je parle fort? Est-ce que je dérange quelqu'un? Est-ce que je dérange un mec? Voilà, alors ça, c'est des trucs, typiquement, quand une fille est pas dans... quand une femme, d'ailleurs, n'est pas dans le stéréotype de la fille douce, gentille, calme, etc., ça dérange. Mais c'est normal, parce qu'en fait, notre habitus, il a façonné tout ça. En fait, il y a plein de petits biais internes qui se passent au fond de nous et de notre façon de gérer les choses de manière cérébrale, qui font qu'on peut avoir des irritants comme ça, et des irritants qui sont genrés. Et tout ça, ça vient de là. C'est ça que je vous posais la question, parce que génération Z, génération X et génération Y n'ont pas forcément la même codification. On n'a pas la même nostalgie sur certaines choses, voilà, on n'a pas la même façon de se mouvoir, etc. Par exemple, les garçons, sur ma génération, la génération Y, c'était plutôt, ouais, il faut être un explorateur, faut aller à la conquête de plein de trucs. Enfin, il y avait énormément de modes sur, je sais pas moi, les astronautes, Indiana Jones. Bon, nous, on n'avait pas trop ça, quoi. Si on pouvait être une princesse bien gentille, les princesses Disney, je pense qu'on se on les a vues et revues. Donc voilà, tout ça, ça favorise un conditionnement. Et en fait, quand je vous parlais de cluster tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est qu'on va se retrouver avec plein de petits groupes homogènes qui parfois vont être que des groupes genrés, c'est-à-dire que des mecs d'un côté et que des filles de l'autre. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive sur des zones de tension où finalement on n'arrive pas à communiquer les uns avec les autres. Et je vous dis ça, mais ça peut être avec les couleurs de peau, ça peut être avec la culture régionale, ça peut être plein de choses. Et tout ça, c'est une conséquence qui est vraiment hyper importante. C'est qu'en fait, ces groupes-là, si vous êtes sur un groupe majoritaire, c'est le groupe que je vous présentais tout à l'heure avec les mots-clés, vous allez être forcément biaisé, et vous allez être biaisé dans votre prise de décision et dans toutes vos prises de décision. Parfois, vous allez avoir des irritants que vous n'allez même pas comprendre et qui vont agir réellement sur un process de recrutement, qui vont agir sur la façon dont vous allez manager vos équipes et dans la façon dont vous allez inclure des personnes que vous n'avez pas l'habitude d'inclure et qui sont exclues. Je m'explique. Dans votre groupe, et ça c'est pour n'importe quel groupe, mais soyez hyper conscient de ça, si vous avez la possibilité du coup d'avoir vraiment des agissements forts et un pouvoir décisionnel, vous allez être confronté systématiquement par des biais de confirmation. Les biais de confirmation principaux que j'ai pu cibler, moi, c'est vraiment l'effet de halo. Donc, vous savez, cette espèce de réassurance de la première impression. Quand on vous dit que quelqu'un est sympa, et ben, bizarrement, des fois, vous n'avez pas forcément... Dans un groupe, vous n'allez pas remettre en question la personne qui vous dit « Ouais, mais cette personne-là est sympa ». De fait, vous allez être tous biaisés. Vous n'allez même pas vérifier, vous n'allez pas fact-checker si la personne est réellement sympa, si elle est réellement compétente. Ça, notamment, ça fonctionne avec des dynamiques de réseau. Si vous faites entrer vos potes uniquement dans vos équipes, et vous créez des entre-soi qui sont de plus en plus forts. Et il suffit qu'une personne qui est complètement exclue arrive dans le pool de sélection, voilà, et que en fait, vous allez finalement ne pas l'inclure parce que vous n'avez pas les mêmes codes que ces personnes-là. Donc faites assez attention à ça. Vous avez aussi un autre biais en management qui s'appelle le biais de sympathie et le biais d'antipathie. Ça vous est déjà arrivé dans un groupe d'amis ou dans un groupe de collègues, au moment de réceptionner une nouvelle personne dans l'équipe, vous dites « Ah non, je la sens pas. Ah, je la sens pas. »
Ça vous est déjà arrivé, vous Voilà, bah ça typiquement, c'est un biais d'antipathie. Faites gaffe à ça. Je ne dis pas que votre intuition est forcément mauvaise, mais en tout cas, essayez toujours de remettre en question votre premier instinct, parce que ça, typiquement, c'est des choses qui peuvent être extrêmement excluantes, notamment sur des groupes où on va avoir des grosses proportions ethniques d'un côté et une faible proportion ethnique de l'autre. Ça, c'est hyper... malheureusement, ça joue énormément. C'est hyper révélateur. Donc faites gaffe à ce biais d'antipathie, biais d'antipathie et biais de sympathie et usez d'empathie. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, il faut imaginer que vous êtes sur le top tier de la décision. Donc faites super gaffe parce que finalement, plus on est en hauteur, plus on maintient un statu quo. Qu'est-ce que c'est le statu quo? Vous savez ce que c'est le statu quo au sens social? En gros, c'est ce qui maintient les choses dans l'état dans lequel elles sont. C'est-à-dire, nous, on a toujours fait comme ça, et ben, on ne changera pas. Ça vous est déjà arrivé d'entendre vous-même, de prononcer cette phrase? Non, mais on a toujours fait comme ça, donc en fait, on ne voit pas pourquoi changer. Donc faites super gaffe à ça aussi. Le statu quo, c'est typiquement ce truc-là. Et parfois, c'est très compliqué pour les personnes qui sont exclues de péter un statu quo. Moi, en l'occurrence, j'adore agiter Twitter là-dessus et taquiner tout le monde, et c'est très volontaire de ma part, c'est-à-dire que j'adore péter les biais constamment et prouver qu'en fait le statu quo, on peut y arriver, mais par contre ça demande énormément d'énergie. Pour briser un statu quo, sachez que c'est toujours par la force plus ou moins, ça dépend comment, mais en tout cas il y a deux effets du statu quo, c'est que soit il inclut des personnes qui sont semblables au groupe majoritaire, soit il exclut. Et ça malheureusement, c'est pas du tout inclusif. Donc quand c'est pas inclusif, qu'est-ce qui se passe? Et malheureusement, il y a des révolutions. Moi, je sais qu'on me tague de révolutionnaire. Bon, après, voilà. Chacun a le droit de le vivre comme ça. Vous pouvez utiliser tous les moyens nécessaires pour faire votre révolution. C'est pas obligé que ça passe par la force, en fait. Ça peut être doux. Malheureusement, sachez que les populations les plus marginalisées n'ont pas forcément le choix de passer. Ouais, parce que en fait, les minorités, elles ont envie d'être incluses. Et pour être inclus, il faut comprendre absolument le principe d'intersection. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'est l'intersectionnalité. Si oui, vous levez la main, et sinon, vous ne levez pas la main. Ok, donc il y a quelques personnes qui connaissent. Et vous voyez, l'intersection, c'est un peu toutes les émojis qui sont là. En gros, c'est la façon dont on va être extrêmement différent. Je vais vous présenter un outil qu'on va pouvoir utiliser tous ensemble par la suite. Mais en gros, moi, j'aime bien expliquer qu'être une femme en 2022 dans la tech, en fait, c'est être une femme à calque, une femme à couche, une femme complètement superposée. C'est-à-dire que moi, en tant que, je vous le disais dès le départ, je suis peut-être la première femme à avoir été embauchée chez Eve. Il se trouve que je n'ai pas du tout eu le même parcours que mon autre collègue qui est blonde aux yeux bleus, grande, hyper intégrée, etc. Moi, j'étais vraiment en hésitation constante parce que je suis une femme LGBT. Je n'ai pas vécu le même rapport avec certains de nos clients, malheureusement, certains intervenants qui ont tendance parfois à fétichiser ce type d'orientation. Pareil, ma couleur de peau, je ne vis pas du tout la même chose. Les remarques racistes, moi, je les ai vécues, ma collègue ne les a pas vécues. Et ça, c'est des choses, en fait, ce sont des situations qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand on parle d'intersection et qu'on parle de revendication, ce n'est pas pour tout casser et dire « Ah, vous êtes les méchants ». C'est non, en fait, moi, en tant que personne qui est minoritaire, comment je fais pour vivre au quotidien dans des climats qui sont vraiment parfois hyper hostiles. Moi, ça m'est arrivé de vivre des situations vraiment extrêmement hostiles où on va me proposer complètement hors champ d'un rendez-vous pro un verre, mais très orienté, quoi, juste parce que la personne sait que je suis LGBT. Enfin, en fait, c'est pas professionnel, personne ne fait ça. Me proposer un rendez-vous parce que je suis vue comme exotique, style je suis une papaye, quoi, ou une goyave, je sais pas. Voilà, vous voyez ce genre de truc. C'est hyper perturbant parce qu'en fait, ça n'a rien à faire là. Et quand on est confronté à ça en tant que minorité, il faut vraiment faire attention, du coup, à prendre en compte ce qu'est l'intersection. Donc, je vous le disais, j'ai pas du tout eu le même vécu que ma collègue. Et en fait, pour les femmes dans la tech, en général, c'est pareil. Une femme noire ne va pas avoir le même vécu dans la tech qu'une femme blanche, qu'on soit clair. Une femme trans et une femme cisgenre, pas la même histoire non plus. Une femme qui est voilée, une femme qui n'est pas voilée, une femme qui est issue d'un parcours, tout ce qu'il y a de plus classique, une femme qui est issue d'un bootcamp.
Vraiment, pareil pour l'agisme, hein, quelqu'un qui se réoriente à partir de 45 ans ou 50 ans, ça m'est déjà arrivé d'avoir ce type de profil sur la ligne éditoriale, n'a pas du tout le même vécu qu'une junior qui sort d'école d'ingé. C'est pas la même histoire, hein. Il y a beaucoup de biais, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte dans tous les process. Donc, on parlait d'intersection. Si vous voulez une référence sur l'intersection, vraiment, allez regarder le travail de Kimberlé Crenshaw. C'est juste extraordinaire. C'est une sociologue américaine, pour le coup. Et en fait, elle a vraiment intégré toutes les questions de racisme, à la fois dans la législation américaine, mais aussi dans les mouvements de Black Feminism. Donc c'est hyper intéressant si ce sont des points qui peuvent vous apporter en fait quelques vues sur le préjudice, et ça c'est une notion qui doit vraiment être mise en exergue, c'est en fait le préjudice qui est subi par le genre ou par la couleur de peau, etc. en entreprise. Vous pouvez vous intéresser aux travaux de Kimberlé Crenshaw. Et en fait, il se trouve que Kimberlé Crenshaw a donné lieu à cette roue que vous avez peut-être déjà vue si vous me suivez. C'est le travail du coup qui a été synthétique de la pensée de Crenshaw par Sylvia Duckworth que vous pouvez voir juste ici. Et donc cette roue-là, elle synthétise tous les points d'intersection. On pourrait en rajouter plus, on pourrait en mettre un peu moins. Je trouve que c'est celle qui fonctionne le mieux jusqu'ici. En tout cas, dans la façon dont je fais la démonstration des points, on va dire des irritants en entreprise et notamment dans la tech. Cette roue s'appelle la roue des privilèges et du pouvoir. Pourquoi privilège, pouvoir? Vous allez comprendre, plus vous êtes au centre, en fait, plus vous êtes favorisé d'un point de vue systémique et donc sociétal. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas forcément vécu des situations difficiles en tant qu'individu, mais il se trouve qu'au niveau de la société, vous avez des facilités. Et donc, plus vous êtes sur la troisième couche, plus vous êtes marginalisé. Et en général, les plus marginalisés vont être ceux qui vont être les plus militants. Donc on va jouer à un jeu, évidemment sur la partie orientation sexuelle, il n'est pas question de faire un coming out, hein, donc vous levez la main si vous êtes OK pour lever la main. Toujours est-il qu'on va jouer maintenant. Est-ce que sur le critère citizenship, vous êtes du coup un citoyen de votre pays, ou est-ce que vous êtes en situation de visa où vous n'avez carrément pas de papier, vous êtes sans papier? Donc, est-ce que vous êtes au centre? Est-ce que vous êtes citoyen français? OK. Sur la partie couleur de peau, donc on va se décaler d'un cran. Est-ce que vous êtes blanc dans la salle? Ouais, vous voyez, littéralement, il n'y a que moi et toi du coup. Et encore, je suis métisse, que je n'ai pas forcément la même vue que toi. Sur le côté éducation, est-ce que vous êtes diplômé du coup de grande école ou école supérieure? OK. Est-ce que dans la partie ability, vous avez aucun handicap, qu'il soit chronique, vous êtes en pleine forme, quoi, vous n'avez rien? OK. Attention, on va passer sur l'autre cran. Est-ce que vous êtes hétérosexuel? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, du coup, mais si vous êtes OK de lever la main, vous pouvez. OK. Sur la partie neurodiversité, est-ce que vous êtes neurotypique, c'est-à-dire que vous n'avez pas de TDAH, vous n'avez pas de spectre d'autisme, etc. Enfin, vous êtes vraiment calibré, ou pas de diagnostic en cours? Ouais, moi, je fais pas partie de... je suis dans le cran en dessous, donc je ne sais pas comment dire mieux. OK. Est-ce que sur la partie santé mentale, vous êtes plutôt d'une santé mentale robuste, c'est-à-dire que vous n'avez pas accès à... Enfin, vous n'avez pas besoin de faire une thérapie, d'aller chez le psy, etc. Vous êtes OK, plutôt bien dans vos baskets? En principe, oui. Après, malheureusement, je ne fais pas de lobbying ce soir pour la santé mentale, mais je suis d'accord. OK. Sur la partie corps, et ça c'est assez intéressant, est-ce que vous êtes... Alors, ils disent slim, on va dire plutôt dans les standards. Si vous n'avez pas de difficulté à vous habiller, vous pouvez passer d'un vêtement à l'autre sans aucun problème, d'une marque à l'autre. Vous n'êtes pas envahissant dans les transports en commun. Voilà. OK. Sur la partie housing, donc propriétaire, est-ce que vous êtes propriétaire? OK.
Attention, wealth, incroyable. Est-ce que vous êtes riche? Alors, riche, on s'entend bien. Je vais mettre un critère hyper... Non, mais c'est assez intéressant parce que dans la tech, il y a des gens qui ne pensent pas être riches. En fait, comparé à d'autres, ils sont vachement riches. Donc, moi, la question que je me pose, c'est on va considérer riche le fait que vous pouvez payer n'importe quoi à la fin du mois sans vous poser de questions. Ouais, sans difficulté. Ok, est-ce que dans la partie langue, vous êtes du coup bilingue? Ou trilingue, ou polyglotte? Ok. Et attention, dans la partie genre, est-ce que vous êtes un homme cisgenre? Ok. Est-ce que vous avez levé quasiment tout le temps la main? Si oui, vous levez la main. Eh bien, vous êtes privilégié. Voilà. Alors, ça peut paraître dingue, mais en fait, sachez que vous êtes vraiment dans le top tier de la société. Donc, en fait, vous avez la possibilité d'avoir un pouvoir d'influence et de faire converger les gens qui sont donc plus marginalisés, dans vos équipes. Dans vos équipes tech. Si vous avez une démarche d'inclusion, c'est vous, on compte sur vous. Vous êtes le dernier espoir, Han Solo. Voilà. Et non, même pas, c'est Luke Skywalker, qu'est-ce que je raconte? Hop. Je vous présente ma petite map. Donc, bon, si vous pensiez que j'étais vachement bien lotie par la vie, bof, en vrai. Hein. Je vous dis ça, c'est pas du tout pour faire pleurer dans les chaumières, mais c'est toujours intéressant d'avoir un mapping de ce que vous percevez et de ce que sont les gens en réalité. Vous voyez, il y a quand même pas mal de points sur lesquels je suis marginalisée, et en fait, ça donne une réponse directe à ce pourquoi je suis arrivée dans le militantisme un peu par la force des choses. Donc quand vous voyez des personnes qui sont militantes dans la tech, posez-vous la question de pourquoi ils le sont. Et souvent, quand on fait un petit mapping de là où on se situe sur cette carte, on a une réponse assez éloquente. Est-ce que ça vous apprend des choses, cette carte, cette map? Est-ce que vous avez un retour à faire, à partager, qu'on peut débunker là maintenant? Non? Oui. Oui. Mais donc j'ai fait des études, j'ai fait une reconversion, mais j'ai fait quand même un bac plus 5, et je sais que ça aide à trouver un travail dans la tech, alors que mon bac plus 5 n'a rien à voir, je pense que Et aussi, c'est que moi, pendant toute ma scolarité, donc moi j'étais la seule noire de la classe, et plus j'avais en études supérieures, moins il y avait de noirs que je voyais dans les autres classes. Ouais. Et c'est comme ça aussi que je me rends compte, que si je repense à ces moments-là, je sais que on va avoir des choses, par exemple, sur le coup, va être... Ouais, complètement décalé. Ouais. Mais sur d'autres plans, études supérieures, on va monter. Sur je suis grand et mince, donc voilà. Et du coup, tous ces points-là, en fait, ça va permettre de tirer le curseur vers le haut. C'est ça. Du coup, je sais très bien que moi, en tant que femme noire de 1m83, j'ai un quotidien différent qu'une femme noire qui est plus lourde que moi, qui est trop loin et tout ça. Et du coup, quand j'ai vu cette fou sur Twitter, ça a remis ça en tête. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Et quand j'en ai parlé à mes autres potes noirs qui sont dans la tech, on a fait des parallèles et justement des contrastes. Et il y a pas mal de choses qui sont cool dans le sens où nos points positifs ont permis de gommer nos points négatifs. Complètement. C'est hyper vrai ce que tu dis parce que même moi, tu vois, je te disais tout à l'heure, on a beau être racisées toutes les deux, moi je sais que être métisse c'est un avantage en fait. Clairement, c'est même pas une question de moi qui le décrète, c'est-à-dire que la société le dit et qu'on me l'a déjà dit. Moi, dans des process de recrutement, on m'a déjà dit que j'avais de la chance d'être afrodescendante, mais pas d'avoir des cheveux crépus ou d'être noire. Enfin, qui dit ça? C'est violent, hein, mais quand vous le ramassez, c'est d'une violence inouïe. Et vous êtes là et vous savez même pas comment réagir. Et vous dites, OK, la prochaine question, c'est quoi en fait? Et ça, c'est des réalités. Peut-être que ça vous échappe. Et ce serait normal que ça vous échappe si vous n'y êtes jamais confronté. Mais en fait, c'est hyper important de comprendre que toutes ces réalités-là, c'est pas parce qu'on ne les vit pas qu'elles n'existent pas. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'il faut les nier. Ce que tu dis est hyper intéressant parce que moi-même, j'étais l'une des seules personnes racisées de ma classe pendant très longtemps. Et en effet, j'ai pu comprendre, grâce à la roue, là où je gagnais des points et là où j'en avais perdu. Et en fait, là où j'étais complètement isolée à certains moments. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter ou envie de partager une expérience avec nous à l'issue de la roue? Ok. Je l'ai faite pas très longtemps.
Ouais. J'étais entourée de collègues du coup avec cette vision un peu Ouais. qui pensaient qu'à ces 4 catégories-là. Ok. Et je teste le micro, mais ça marche pas, je crois. Non, mais par contre, c'est pour YouTube. D'accord, ok. Et en fait, tout de suite, j'ai ressenti une énorme culpabilité chez les gens qui m'entouraient, Oui. envers moi, et en même temps un espèce de sentiment de mais moi je veux bien faire et du coup je me sens pas inclus, alors qu'en fait si, on fait partie du même groupe, Complètement. Et je trouve que ça fait ressortir des choses. Par contre, je pense que ça prend du temps de le digérer. Totalement. Oui, oui, parce qu'en fait, cette carte-là, l'idée, c'est vraiment de sortir du déni. Hein. Et c'est pour ça que quand j'avais fait ma conférence à Devox, j'avais fait un peu la courbe du deuil pour expliquer les différents stades, parce que c'est clairement ça, c'est une expérience cathartique, hein, ce que je propose. C'est de sortir du déni, et parfois c'est très très dur, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein de réalités qui nous échappent, et en même temps, quand on est favorisé sans se rendre compte qu'on l'est, c'est très violent, parce qu'on se dit, mais en fait, j'ai pas choisi ce truc-là, en même temps, j'ai envie de changer les choses, et en même temps, moi, j'ai rien fait pour être là. Et donc oui, il y a toute une espèce de cycle où en fait, il faut rien lâcher dans toute la phase où c'est un peu comme l'effet Dunning-Kruger. Quand on arrive en bas, il faut continuer de remonter et rien lâcher ce que ça peut et dont on est inconscient. Je vous ai dit, c'est freestyle ce soir, il y a plus de moments de parole, donc lâchez-vous. Juste pour confirmer ce qui a été dit, c'est vrai que je l'ai découvert, je crois, à peu près en même temps, la roue, et c'est quand même hyper particulier de prendre conscience que, notamment, ma carrière repose en partie sur tous ces privilèges, en fait, et ça, je trouve que ça donne une grande responsabilité sur ce qu'on peut faire autour de nous après, par la suite. Voilà. Complètement. C'est pour ça que c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que du moment où on comprend qu'on est en capacité de pouvoir changer les choses en faveur de l'inclusion, franchement, si vous êtes chaud pour ça, allez-y, foncez. C'est hyper... En fait, c'est motivant, même pour nous, en tant que minorité, de voir des personnes qui sont hyper moteurs dans la façon dont elles vont engager tout ça dans la tech. C'est quelque chose qui est... Il y avait un autre retour ou pas? Ah, on a Simon. Moi, c'est plus une question. J'ai 2 gamins qui sont en petite classe. Ouais. Et la question que je me pose, c'est à quel moment ça vrille? Parce que moi, quand je les écoute parler, ils jouent avec des filles, des garçons, des personnes qui ont des handicaps, qui ont des couleurs de peau qui ne sont pas la leur. Enfin, il n'y a pas toutes ces facettes qui ressortent. Mhm. Ils en ont rien à carrer, quoi. Donc, quand est-ce que ça arrive quand ils grandissent dans la société pour que ça devienne aussi critique et discriminant, quoi. Où tu grandis, déjà, ça dépend de l'équipe pédagogique qui t'encadre. Parce que dans la vie, c'est aussi la question de la conscience des professeurs aussi, à bien véhiculer des choses qui ne sont pas clivantes et qui, justement, ne génèrent pas de la ségrégation. Il faut savoir qu'il y a quand même des lieux, par exemple, extrêmement élitistes, où on va favoriser quand même certains types de populations. Si toi, tes enfants, ils ont l'avantage de pouvoir grandir dans un univers qui est très multiculturel, moi, c'est arrivé sur la deuxième partie de ma vie, vraiment, la question du racisme, en fait, ça a été complètement gommé petit à petit de mon esprit. Parce qu'on était en train d'évoluer avec des personnes beaucoup plus diversifiées autour de moi, et ça dans toutes les classes. Mais c'était une volonté de l'école. Hein. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand je dis le top tier, c'est exactement ça. Il faut comprendre que plus on est au-dessus, plus on a une responsabilité à engager aussi la diversité. Où ça change après et où ça déraille, assez souvent, encore une fois, dans les milieux où il y a des très forts groupes d'entre-soi. Les milieux qui ont des entre-soi vont malheureusement générer des statu quo qui vont être très difficiles à briser et dans lesquels en fait, tout le monde va aller dans un système de réassurance en se disant « mais non, mais nous, on fait partie du côté du bien etc. » Et malheureusement, c'est là où on se retrouve à... En tout cas, c'est là où la notamment. On se retrouve avec des disparités qui sont énormes. C'est pour ça qu'on a du mal à avoir des femmes dans les équipes tech. Parce qu'il y a vraiment des groupes d'hommes qui sont perçus que, déjà, ce ne serait pas un problème, et que de deux, tout n'est pas vrai. Et que voilà, tu as vu le démantèlement de la misogynie sur Twitter. Voilà. Donc, oui.
Je ne sais pas s'il y avait une autre... Ok. Si vous savez, je suis trop contente de faire un petit moment d'intervention après tout ce moment cathartique. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et pour en revenir aux femmes particulièrement, Ouais. j'ai fait des recrutements dans la boîte où je bossais avant. Et il y avait un truc qui disait qu'il fallait aussi adapter les fiches de poste. Tout à fait. Parce que plus on en mettait et plus les femmes se sentaient pas légitimes, contrairement à un homme qui peut-être dirait oui, bah, ça je vais peut-être pas savoir le faire, mais c'est pas grave, j'y vais. Complètement, tout à fait. Je vais y revenir juste après. Je vais te donner la data en question sur la fiche de poste. C'est assez effrayant. Moi, c'était juste pour répondre à la question qu'il y avait juste avant sur à quel moment ça commence à devenir fucked up. Alors, niveau racisme, je ne sais pas du tout. Pour le coup, pour le sexisme, on voit qu'il y a une grosse différence au moment de la puberté, où en fait, il y a un shift qui s'opère où les filles vont avoir une perte de confiance en elles, en fait, qui va débarquer. Je ne suis pas capable de faire ça, ça c'est pour les garçons. Et il va y avoir vraiment un oui, ça se scinde en fait entre les possibilités que les filles vont avoir et les possibilités que les garçons vont avoir. Alors peut-être que ça va évoluer aussi avec l'éducation, mais en tout cas c'est ça. Et le côté, pour l'instant, il joue un peu avec tout le monde, c'est très bien. Il y a aussi quand même pas mal d'études qui existent sur les cours d'école, notamment sur l'espace que prennent les filles et les garçons dans l'école. Et dès le départ, on voit que le centre de la cour, c'est pour les garçons. Jouer au ballon, jouer au foot, ça prend de la place. Et en fait, les espaces extérieurs vont être dédiés a priori plus aux filles. Donc ça, c'est des études, j'ai plus le nom du sociologue qui a fait ça, mais c'est des études assez importantes où on voit que malheureusement, dès l'enfance et dès la petite enfance, en fait, il y a des choses qui arrivent petit à petit, qui sont super insidieux, qui finissent sur ce dont on parle aujourd'hui, malheureusement. Non, mais complètement. C'est pour ça que je parlais de l'habitus et la capacité à prendre de l'espace et que j'ai pris de l'espace volontairement. C'est-à-dire qu'en effet, c'est hyper intéressant parce que oui, j'ai plus le nom de l'étude en tête, mais oui, c'est très exact. Il y a, en fait, les filles et les minorités vont systématiquement se mettre sur les pourtours de la cour d'école, là où les garçons vont vraiment prendre tout l'espace avec des jeux et hurler, balancer la balle comme ça. Et en fait, oui, c'est très... mais je pense qu'on a tous à peu près des souvenirs comme ça en tête où on prend plus ou moins de l'espace. Donc ouais, il y a des éléments de réponse là-dedans. Est-ce qu'il y a une autre intervention ou vous voulez qu'on passe à la suite? Ok, bon, écoutez, nous allons passer à la suite. Alors, du coup, vous avez bien compris, expérience cathartique, on se retrouve avec cette roue des privilèges et on se dit, on s'y à tout à chacun. Donc, il y a forcément et on a une petite équation qui fonctionne assez bien, c'est qu'en fait, on va tous plus ou moins avoir une attitude face au changement. Alors, nous avons quasiment tout le temps 15, 70, 15. 15% de personnes qui vont être dans la négation et qui voudront jamais changer quoi que ce soit. Vraiment, ou alors qui vont faire même des allers-retours, hélas, entre la position neutre, voire la position volontaire, et qui vont retourner à un refus catégorique. Est-ce que vous pensez vous situer ce soir dans cette catégorie impossible à convaincre? Ok. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais non, mais on est là pour ça. Moi, je vous assure, j'ai des salles où il y a plusieurs personnes qui lèvent la main et qui sont comme ça. Et qui font, moi, je veux pas changer. J'ai envie de dire, bon, bah, ok, bah, très bien, bah, c'est pas grave, on va continuer quand même de faire la conf. 70% de position neutre. Alors ça, c'est un positionnement qui est assez intéressant, dans le sens que des fois, vous avez tellement pas d'outils ou tellement pas de recul ou tellement de questionnements que vous savez pas du tout dans quelle direction aller. Ça veut même pas dire que vous n'avez pas forcément envie de changer et de promouvoir l'inclusion. C'est que, en fait, il y a plein de questionnements en vous. C'est-à-dire, est-ce qu'on est mettre en place les bons moyens, est-ce qu'on a les bons process, comment je m'y prends? Et souvent, ça, ne pas avoir d'outils, en fait, ça vous maintient dans cette position neutre où parfois vous allez vous décaler légèrement vers les 15% de volontaires, d'alliés et de lobbyistes, on va appeler ça comme ça, qui sont toujours partants pour la démarche de l'inclusion. Est-ce que vous pensez être dans la situation de position neutre, donc du coup dans les 70%? Vous ne savez pas vraiment comment faire.
Ok. Et donc, j'imagine que les derniers, le top tier de l'inclusion, vous faites partie des alliés, des 15% d'alliés et de volontaires. Est-ce que vous situez là-dedans? Il y en a qui sont hyper chauds. Bah écoutez, c'est top. On compte sur vous, les 15%, pour amener les 70 du coup, de ce côté-là. Et si vous avez des idées d'action, vous pouvez y réfléchir maintenant, parce que sachez qu'on va avoir un petit débat sur les actions à mettre en place. Ça va être marrant. En tout cas, possible que vous vous soyez déjà dit, attention, j'ai envie d'aider, mais je ne sais pas par où commencer. Est-ce que vous avez déjà pensé ça, ou est-ce que vous le pensez actuellement? Si c'est le cas, levez la main. Ok. On a envie de mettre en place des actions, mais en fait, est-ce qu'elles sont bonnes? Parce que parfois, c'est ça aussi. En fait, on fait des choses et on ne sait pas si elles sont bonnes. Et c'est ce qui nous maintient un peu dans notre propre statu quo de situation hésitante. Nous avons besoin de rôle modèle, mais peut-être qu'on n'en a pas, malheureusement. Est-ce que vous êtes déjà arrivé dans un processus de recrutement, de manquer de rôle modèle, ou dans de la marque employeur, par exemple? Ouais, ok. Mais écoutez, c'est hyper intéressant. Parce que du coup, on va pouvoir parler chiffres et débattre des chiffres. Alors moi, personnellement, les phrases que j'ai plus entendues qui résultaient du statu quo, c'était celle-ci. Est-ce que vous avez déjà pensé ça, d'ailleurs? J'ai rien contre le féminisme, mais... beaucoup quand même. Hein. Ah, les minorités, des fois, c'est dur de parler avec elles. Hein. D'ailleurs, pourquoi, en fait, elle est hystérique, celle-là, là? Ça vous est déjà arrivé de le dire. C'est pas grave si vous l'avez déjà dit, en vrai. Oh, toi? Je suis choquée. Sérieux? Incroyable. C'est quoi ton chemin de croix, du coup? Qu'est-ce que t'as fait? Non, mais je sais pas, comment dire... Non, mais c'est hyper intéressant. C'est, comment dire, ma position, elle évolue, ou c'est genre, je pouvais me croire plus féministe que ce que j'étais quand j'étais plus jeune. Ouais. Et, genre, la première rencontre avec des féministes plus féministes que moi, du coup, c'est genre, qu'est-ce qui se passe ici, quoi? Tu t'es dit, waouh, ah ouais, d'accord. Donc elles sont... Oui, mais c'est pas que pour ça, quoi. Pour plein d'autres, enfin pour plein d'autres groupes, en fait, je pense que c'est la première rencontre, je comprends pas, en fait. Et j'ai besoin qu'on m'explique pour évoluer dans la position, quoi. Ok. Et les premières réactions, ça peut être un peu genre, mais ouais, vraiment, qu'est-ce qui se passe ici, quoi? Ok, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà, du coup, pensé ça? Je suis pas contre le féminisme, mais... Oui, un monsieur là. Est-ce que vous voulez parler, du coup Ok. Attendez, on va vous apporter le micro. Désolée, je fais faire des sessions sportives. Du coup. Oui, ça m'est arrivé devant un tableau d'affichage au boulot. C'était des panneaux sur on va dire, justement, de promotion du féminisme et féminicide, quoi. Ouais. Et ça occupait les 3/4 du tableau. Et du coup, je me suis dit, tiens, je suis pas contre le féminisme, mais là, je trouve que ça prend trop de place, entre guillemets. Okay. C'était un peu, j'avais l'impression que c'était un effet de pendule qui un coup va trop d'un côté et après le retour de pendule il va trop de l'autre côté, quoi. Ok. Et je me suis dit du coup si on veut faire quelque chose pour les femmes, par exemple on peut lutter contre le cancer ou des choses comme ça, on sauvera plus de femmes que en essayant de lutter contre les féminicides qui touchent 120 femmes par an, quoi. Voilà. C'est hyper intéressant ce qui est dit parce qu'en fait, ça met en exergue un peu la question de moi ce que j'appelle la hiérarchie des malheurs chez les femmes. C'est pas un jugement, mais je vais expliquer pourquoi c'est intéressant. C'est que bien souvent, quand on fait partie d'un groupe majoritaire, on a tendance à hiérarchiser ce qui nous touche le plus. Et en fait, il faut voir que tout est mis à plat dans le féminisme, en tout cas dans le féminisme inclusif, courant dans lequel je suis hyper active. Et du coup, c'est rigolo de penser que juste le cancer aurait une place en milieu professionnel et pas le féminicide. Alors que ça touche, oui, à peu près 120. Là, on vient de clôturer l'année 2022 avec quasiment 140 femmes décédées et un taux record sur les derniers jours. Je me suis dit, on fait un calendrier de l'Avent, là. Enfin,
Vraiment, on est une femme ou on est une piñata? Moi, je me pose vraiment la question. Il y a aussi cette question du continuum de la misogynie. Alors ça, c'est aussi un point je devrais vous passer les références, qui est abordé par une sociologue très récemment. L'épisode, il est sorti il y a quelques mois dans le podcast Les couilles sur la table, si jamais vous connaissez. Je vois des sourires et des filles qui font « ouais !» Donc trop cool. Ça, si vous avez l'occasion de l'écouter, en fait, il y a 2 épisodes qui sont à peu près d'une longueur de 45 à 50 minutes, qui s'appellent « Tuer les femmes, une mission mondiale ». Et il se trouve que toutes les données qui sont récoltées par cette sociologue démontrent, et c'est un travail collectif de plusieurs sociologues femmes et féministes à travers le monde, qui démontrent qu'en fait, le féminicide, c'est pas une action qui arrive comme ça. En fait, c'est un continuum d'actions. Ça va vraiment de la plus petite remarque, la moquerie, l'insulte. Et en fait, tout est ascensionnel. Et quand on en arrive là, malheureusement, c'est un peu le dernier palier de ce qu'il y a de plus horrible. Et encore pas. Dans le jeu du continuum, on est passé par le viol, etc. Donc, c'est assez particulier. En fait, il ne faut pas imaginer que ça ne touche pas le milieu professionnel. Pourquoi ? Je suis appelée régulièrement pour des questions d'agression sexuelle sur campus en études supérieures, en tant que consultante. En l'espace d'une semaine, j'ai eu 6 sollicitations de la part de direction et de corps pédagogiques. Franchement, je vous laisse vous mettre à ma place, où vous vous dites, mais c'est sans fin. Tous les jours, j'avais un message en ce sens-là. Je me suis dit, mais c'est quel type d'alliance désastre, parce que là, c'est pas normal ce qui se passe. Et en fait, c'est à force de répéter constamment sur Twitter, en conférence, etc., que oui, il y a des choses qui se passent pour les femmes, que ça a créé une espèce d'effet où on est venu m'appeler pour ce type de mission-là en me demandant si c'était possible d'intervenir. Donc sachez que je fais une intervention en établissement supérieur, là, le mois prochain, sur cette question-là, parce qu'il y a plusieurs plaintes de la part du peu de filles et du peu de jeunes femmes qui font partie des campus. C'est pareil, c'est un continuum d'exclure les femmes, en fait. Et c'est vraiment là aussi en école supérieure que ça se joue. Une culture très misogyne, on va, par exemple, je sais pas, mais quand on est la seule fille de la classe et quand on va au tableau et qu'on rigole systématiquement parce que vous êtes une femme et que, juste pour ça, on va se moquer de vous parce que vous êtes au tableau, ça, c'est des cas sur lesquels j'ai dû aussi intervenir. Des étudiantes qui viennent m'envoyer des messages privés en me disant « mais c'est incroyable, dès que je viens résoudre n'importe quel problème, j'ai plusieurs gars de ma classe qui m'insultent de pute. » À quel moment vous vous rendez compte à quel point c'est d'une violence inouïe? Donc finalement, on se dit « mais les femmes, elles sont où? On les inclut pas? Mais est-ce qu'on a pensé aux démarches qui les excluent ?» Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter d'exclure les femmes? C'est pour ça que la question du féminicide est hyper intéressante sur le lieu de travail, parce qu'en fait, oui, je pense qu'il faut même plus de communication là-dessus. Je pense qu'on n'a même pas idée du nombre de femmes qui souffrent en silence, qui certainement, une fois qu'elles ferment la porte de chez elles, doivent se ramasser des torgnoles qui vont finir par les buter, quoi. Moi-même, et je l'ai dit en conférence le mois dernier à Bordeaux, j'ai été violée 2 fois. Je n'ai pas autant gagné au loto pour vous dire, c'est pas normal en fait. Donc pensez pas, il y a des femmes dans la salle peut-être, je ne dis pas toutes parce qu'on est en nombre inférieur, mais en tout cas ce qui est certain, je pense qu'il y a des femmes ici ce soir qui ont certainement vécu ça par le biais de leur cercle amical ou même familial, qui ont vie dans la culture du viol. Et c'est pas éloigné de la tech, vraiment pas. C'est ça où c'est encore plus violent, comme je vous disais, j'avais vraiment cette sensation de calendrier de l'Avent, de l'horreur, quoi. Ah, on a une intervention juste ici. C'est bon. Non, ça va être juste rapide. Culture du viol. Et là, j'ai un. Alors moi, je suis UX designer, donc je travaille avec des devs. Est-ce que je suis dans la tech? Bon, voilà. Mais j'ai travaillé souvent avec des équipes où il y avait que des devs, des hommes, sur des équipes un peu resserrées. Et j'ai un souvenir de WinDev. Alors je ne sais pas si ça dit. Ah, voilà. Et les coms de WinDev. Alors, on n'utilisait pas ce genre de truc, mais en gros, les gars connaissaient, ça les faisait marrer. Et j'ai découvert ça et j'étais complètement affligée. C'est encore aujourd'hui, à cette époque, ils utilisent pour vendre une solution technologique des firmes maillots de bain, quoi. Oui, et tout à fait. Ouais, alors français ou pas, je sais pas, mais et je me dis, mais effectivement, culture, voilà,
le côté objection, objectif, la femme est un objet, et je me dis, comment est-ce qu'on peut déjà inclure, rien que dans le quotidien, on a des tout petits exemples comme ça, et du coup, ils voyaient que je réagissais, donc forcément, ils ont la blague facile, donc ils me renvoyaient d'autres images pour que je m'énerve encore plus et qu'ils m'entendent pester derrière le bureau. Oui, je suis pas choquée. Mais voilà. Mais effectivement, je me dis qu'il y a tellement de toutes petites choses au quotidien, on ne se rend pas compte, on fait non, mais c'est une blague. Et en fait, chaque chose s'accumule, et après, effectivement, on se demande pourquoi certaines femmes ne sont pas forcément à l'aise. Alors, on se blinde. Enfin, c'est ça. Une des solutions, c'est on se blinde à fond. Et limite, on va dans la blague pour que ça se calme, mais voilà. Référence à WinDev. Oui, non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de... On est dans l'adaptabilité, en fait, constamment. Et on n'oublie pas ce chiffre qui est sorti il y a très peu de temps, quelques mois. Le verdict final sur la tendance du taux de départ des femmes de la tech, c'est 1 femme sur 2 avant 35 ans quitte la tech. Voilà. Et on se demande pourquoi. Il y a une réponse dans ce que tu dis, c'est vrai, il y a cette culture-là. Et je fais un petit teasing pour une de mes collègues / amies, on va dire ça comme ça, je ne sais pas trop comment qualifier notre relation. Mais elle a donné une conférence là à Touraine Tech, c'est Amélie Alona, peut-être que vous la connaissez. Et du coup, sa conférence s'appelle Inclusion des femmes dans la tech, communication, l'échec de tout un secteur. J'ai pu constater du coup les différents sujets qu'elle va embarquer parce qu'on a été extrêmement militante sur les sujets dedans. Franchement, ne le loupez pas parce qu'il va y avoir du coup on va débunker, elle va débunker du coup plein de campagnes de communication qui sont censées attirer du coup des profils techniques et qu'on se rend compte que c'est complètement excluant pour les femmes. Notamment je ne sais pas si vous avez pu le suivre ça dernièrement, l'utilisation de Rocco Siffredi pour des tests de pénétration, les pen tests, ça vous parle? Ouais, super génial, mec, violeur multirécidiviste. Et quand on leur a dit que c'était pas bon, faut voir, la direction est venue nous dire qu'on était des harceleuses et tout le reste. Bref, big up si vous me voyez, je ne vous oublie pas. Tant qu'on est à parler de la culture du viol, moi je me suis pris ça en pleine face il y a à peu près 5 ans quand mes collègues féminines m'ont expliqué que mes blagues un petit peu douteuses participaient à la culture du viol. Donc quand je dis que je me le suis pris en pleine face, c'est que je n'imaginais pas que des hommes puissent légitimer un viol parce que c'est une blague. Alors moi j'ai découvert ça avec effroi, donc j'ai beaucoup changé par rapport à ça. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus, mais j'ai aussi essayé de changer quelque chose avec mes enfants qui à l'époque étaient déjà adolescents. Et en fait, ils ont un vocabulaire qui est horrible. Alors les fils de femmes de joie, en jouant aux jeux vidéo avec leurs copains, alors ça fuse, et jusqu'à comparer une action dans un jeu à un viol. Alors c'est tous ces trucs-là. Et j'essaye de leur expliquer que c'est des choses qui ne se disent pas et qu'il faut changer de langage. Et je pensais que les nouvelles générations seraient un petit peu plus ouvertes à ça. Et je me rends compte que finalement, c'est peut-être même encore pire que chez les vieux, entre guillemets, comme moi, ou même mes parents, et ainsi de suite. Il y a toute une culture du viol dans le gaming. Ça, on a pu le voir dernièrement avec les différentes gameuses qui, du coup, étaient hyper actives. Et d'ailleurs, on a tout un mouvement... de femmes tech, dev et autres. Et on s'est un peu rallié à leur cause en discutant avec elles, notamment avec Lixi. Je ne sais pas si vous la connaissez, si ça vous parle. Donc j'échange beaucoup avec elle. Et donc la question, ça a été de mettre en place du coup, une réflexion sur un manifeste, parce qu'elle est aussi dev, en fait, elle est aussi développeuse. Et donc le manifeste, j'ai pu le publier juste après mon intervention à Bordeaux, à BD. On s'est question tout ensemble sur des femmes de technique, culture gaming, développement et nano. Cette culture-là, parce qu'elle est vraiment favorisée, mais en fait c'est très décomplexé. C'est tout le problème, c'est que vu que c'est un jargon qui intervient en plus dans le momentané, je pense qu'il y a vraiment même parfois une non-réflexion sur ce qui est dit et juste une reproduction. Encore une fois, l'habitus,
de ce qui est dit par d'autres personnes. Sauf qu'en fait, ça va extrêmement loin. Et donc oui, on crée des milieux qui sont très hostiles, avec des populations qui sont amenées à développer, en plus de plus en plus jeunes. Donc voilà, pareil, si vous êtes un peu sur Twitter, big up les Pépé Manga, vous voyez de quoi je parle. Vous connaissez un petit peu le délire. Et donc malheureusement, ouais, y a quand même beaucoup de choses à faire pour qu'on puisse avancer dans le bon sens. Est-ce qu'il y a une autre intervention sur ces points-là? Non. Oui. Ah oui, alors il y a cette question oui, sur le troisième point, c'est pourquoi X est moins efficace que Z. Alors l'effet de comparaison, ça, je ne sais pas si vous, mesdames, vous en avez marre qu'on vous compare systématiquement, que ce soit un collègue homme ou un collègue femme, sur des points qui sont complètement random parfois. Et qui du coup ne mettent même pas en évidence ce dont vous êtes capable en termes de compétences. Ça, c'est des points qui sont souvent revenus dans les échanges féminins. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vivre cette situation d'ailleurs. Si oui, vous pouvez lever la main. Ouais, ok. Vous voulez partager une expérience ou pas nécessairement Ouais, ok. Juste ici. On ne m'a pas tellement comparé sur mes compétences, mais plus sur ma posture. Oui, alors ça, oui, aussi. Genre, sur un même sujet, ça va arriver que je doive insister pour qu'on m'écoute ou qu'on prenne en compte mon avis. Alors, ça m'est arrivé parce que j'étais peut-être junior à une époque, mais même aujourd'hui où c'est plus le cas, ça m'arrive encore. Et j'ai déjà entendu plusieurs fois des collègues me dire, tu sais, stratégiquement, peut-être que faire comme une telle et de moins ouvrir ta gueule, ça serait peut-être plus bénéfique pour toi parce que du coup, tu te mangerais moins de retours, ça te créerait moins de stress et tu te prendrais peut-être moins de négativité en face, quoi. Donc en fait, il y a une espèce de bienveillance quand même dans ce discours-là, de volonté de bienveillance, mais en même temps, bah non, parce que ça me bénéficie pas du tout, parce que ça me brime complètement. Ça m'enlève de la liberté de m'exprimer. Ça me compare avec ma collègue comme s'il y avait une meilleure façon de vivre le sexisme, en fait. Et il n'y a rien qui va, en fait. Même en voulant être bienveillant, en disant, tu sais, pour te créer moins de stress, je te donne des conseils qui sont en plus pas sollicités. Ben, en fait, la seule solution, c'est de continuer de m'écraser, en fait. Et du coup, il n'y a rien qui va. Et c'est plus là-dessus où moi, j'ai senti une comparaison que sur des compétences, parce que je vois tellement peu de femmes dev, en fait, que je ne suis pas comparée. Voilà. Non, mais c'est parfait. Ton exemple était celui que j'avais vraiment en tête, du coup. Mais oui, ça arrive que ce soit par le biais des compétences, mais c'est souvent la posture qu'on va avoir qui va être critiquée. Et c'est pas hyper agréable parce qu'en fait, en tant que femme, on a déjà beaucoup de mal à trouver notre place quand on est en minorité numérique. Alors, si on doit constamment se ramasser des conseils qu'on n'a pas demandés, qui, comme tu dis, ne nous bénéficient pas, c'est très complexe à gérer pour nous mentalement. Donc voilà, c'était parlant. Oui. Ok. Tu voulais partager ton expérience du coup ou non? Ok. Et du coup, deuxième point, j'ai du mal avec les femmes qui sont, attention, qui ne sont pas, pardon, gentilles, patientes, calmes, polies. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir cette sensation ou réflexion de ne pas être à l'aise avec une femme qui prend l'espace ou qui ne sait pas, je vais être crue, qui ne sait pas fermer sa gueule? Non, ça vous est jamais arrivé? Incroyable, ok. D'habitude, là, il y a des mains qui se lèvent. Non, mais c'est hyper intéressant d'avoir... parce que du coup, on va passer sur la partie chiffres. Et en fait, il faut savoir que, attention, sur 100% des obstacles qui sont rencontrés dans la tech par les femmes, en fait, ce qui résulte de ça, c'est que 30% des barrières viennent tout simplement des oppressions sexistes et des biais sexistes. Donc c'est un chiffre qu'on doit à l'étude dont je vous parlais au tout début, qui s'appelle « What is holding back women in tech ?» qui vient d'Ipsos. C'est une étude qui a été menée sur plusieurs mois en 2021, donc elle est très récente. Et donc ça démontre quoi? Ça démontre qu'en effet, malheureusement, la culture misogyne, la culture du viol, ça représente quand même un chiffre assez conséquent sur la façon dont une femme va vivre son expérience dans la tech. Autre point, 52% des femmes pensent que leur genre ou leur expression de genre va être un problème à un certain point de sa carrière. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir ça?
en tant que femme. Ok. Est-ce que vous voulez partager un point là-dessus ou pas nécessairement? Ok, on a Amy juste ici. C'est Amy ou Amy? Ok. Moi, c'est un ressenti, je pense. J'ai remarqué que j'ai un collègue où, en fait, mes autres collègues vont avoir plus d'attention pour lui, au sens, quand il faut lui expliquer un truc, ils vont être... lui faire plus de retours pour le faire level up et tout ça. Ils voient des sujets, ils aiment bien lui donner des sujets plus complexes que les sujets qu'on me donne. Et du coup, j'ai une sensation que je vais progresser beaucoup moins vite parce que quand je demande de l'aide, des fois, j'ai l'impression de les déranger. Surtout qu'ils me vannent sur ça, genre en mode je vais enfin pouvoir bosser, des trucs comme ça. C'est plein de petites réflexions, sachant que j'ai vraiment du mal à demander de l'aide à cause de ça. Quand je me prends des réflexions comme ça, sous couvert de blagues, bah, ça ne m'aide pas. Et ensuite, quand rien qu'aujourd'hui... il y a eu un de nos leads qui est venu l'aider alors qu'il n'avait rien demandé, sa mère était passée, il lui a dit « Non mais c'est bien ce que tu as fait, mais je pense qu'on peut faire mieux, viens on va réfléchir ensemble ». Moi, jamais personne m'a dit « Viens on va réfléchir ensemble, on va… » C'est toujours, c'est moi qui dois demander et quand je demande, j'ai l'impression de un peu embêter les gens. Et du coup, c'est pour ça que je me dis « Mais en fait, si je veux progresser, ça va être dur ». Mais même dans ma première expérience, c'est pour ça que j'ai changé de boîte à la base. Parce que je n'avais pas l'accompagnement que je souhaitais pour progresser. Et du coup, je me suis dit, mais je vais atteindre le niveau que je vise, mais dans 10 ans, quoi. Et sauf que dans 10 ans, je pense que j'en aurais eu marre et que je me serais barrée. Bah oui, forcément. Oui, complètement. C'est ça. Ouais. Ça, c'est une sensation qui est très partagée. Le recueil de témoignages que j'ai pu avoir, c'est exactement ça. J'ai l'impression de déranger parce que je suis une femme qui demande de l'aide. Et en fait, on ne vient jamais m'aider. Par contre, en effet, il y a une espèce de groupe, de sentiment de fraternité comme ça, qui permet aux hommes en fait, d'évoluer constamment dans une façon d'améliorer leurs compétences par un effet de groupe, littéralement. Est-ce qu'il y a une autre personne, une autre femme qui veut partager à quel point son genre peut être problématique, si elle l'a déjà ressenti dans sa carrière ou pas? Non. Même la question de la maternité. Ok, vas-y. Je parle beaucoup, ça me fait bizarre. Juste, alors moi, c'est un peu combiné. C'est le côté, justement, je suis pas une dev, mais je bosse avec les devs. J'ai une certaine connaissance technique maintenant, vu que, voilà, travailler depuis 8 ans, je commence à avoir quand même des... et je me suis retrouvée dans mon poste actuel, en fait, à travailler encore qu'avec des devs. Et on a une façon de travailler où, quand on va faire des designs ou parler de parcours, en fait, tout le monde participe. Et ça a été assez difficile pour moi de réussir à m'imposer, en fait, parce que... alors, au départ, je me disais, c'est parce que je ne connais pas. Voilà, ils ont plus de bagages que moi, ils ont plus de connaissances techniques. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, il y a quand même autre chose, parce que j'ai vu que quand c'était un designer qui travaillait homme, qui travaillait avec eux, il y avait moins de questions, il y avait moins de pourquoi tu as fait ça et pourquoi tu as fait ça. Et j'ai vraiment essayé d'évacuer, en fait, et de me dire non, mais c'est dans ta tête, c'est pas pour ça, et que malheureusement, c'est le cas. Et j'ai, en solution, essayé de revoir ma posture, mais malheureusement, c'est encore moi qui me mets en position pour que ça fonctionne avec les autres. Et du coup, je suis beaucoup plus, quitte à me braquer un peu, mais être moins dans le compromis et prendre confiance en soi. Alors, ça apporte des choses, mais c'est pas forcément super simple. Complètement. Et puis c'est fatigant, en fait, de toujours être la seule qui se remet constamment en question. Hein. Complètement. Une autre intervention? Ok. Alors, on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur la fiche de poste. Ça, c'est hyper intéressant, il faut le garder en tête. C'est-à-dire qu'une femme, face à une fiche de poste versus un homme, elle va avoir besoin de ressentir qu'elle complète à minima 90% de la fiche de poste. Les hommes ont la sensation qu'à 60%, ils peuvent postuler tranquillement, il n'y a pas de problème, tout va bien. Est-ce que ça vous arrive, vous, mesdames, d'avoir cette sensation que si vous ne remplissez pas tous les petits points, vous ne pouvez pas postuler? Et j'oriente la question, c'est vraiment les femmes que je vise ce soir. Ok. Ouais, bon, quasiment tout le monde a levé la main. Ok, hyper intéressant parce que oui, en effet, et c'est pour ça que j'ai un rayon
où j'interviens avec les recruteurs et les hiring managers et recruteuses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a envie de réfléchir à l'inclusion, ça passe aussi par le recrutement. Bien rédiger une annonce, si vous êtes en charge du recrutement, vraiment faites super gaffe à ça et alertez les personnes qui vont du coup se charger, que ce soit le recruteur ou la recruteuse qui travaille avec vous. Quand vous êtes en charge de ça, demandez vraiment est-ce qu'on puisse dégager quelque chose qui pas uniquement développer des fiches de poste hyper compliquées, il n'y a pas forcément besoin de ça, mais sortir un petit peu de la facilité dans la façon dont on promet quelque chose qui a de la valeur perçue pour les femmes. Je m'explique, je le dis tout le temps, mais bière, FIFA, foot, baby-foot, c'est pas une culture, en fait. Genre vraiment pas, et c'est pas une culture inclusive pour les femmes. Nous, quand on est une nana, on a envie de savoir où est-ce qu'on va. Quel est l'accompagnement? Comment on arrive à augmenter nos compétences? Qu'est-ce qui fait qu'on va être vraiment pleinement maîtresse de notre employabilité en fait, dans ce marché-là? Si vous avez ces points en tête, comment aider les femmes à être beaucoup plus reconnues sur le marché de l'emploi dans la tech, en général, vous arrivez à beaucoup mieux cerner quels sont les besoins réels des femmes. Autre point. 67% pensent que le mentorat interne, donc je pense forcément à toi, Amy, est une raison d'attraction et d'attention. Ça, c'est un point essentiel. Si vous avez une position de mentorat, tout à fait le mettre dans la fiche de poste pour attirer les... Il faut que ce soit une véritable action, évidemment. L'idée, ce n'est pas juste d'avoir un petit mot-clé vitrine, histoire d'avoir une hausse dans le pipe de candidatures féminines pour faire bien du bilan de l'année. Non, c'est d'aller vraiment en profondeur. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'en effet, c'est vraiment un chiffre qui fonctionne. Moi, sur quasiment tous les témoignages que j'ai reçus à titre personnel pour le développement de cette conférence, en effet, les compétences. C'est toujours rigolo parce que quand j'arrive discrimination positive, ouais, mais les compétences en fait des femmes, du coup, vous les accompagnez ou pas? Parce que moi, je posais réellement la question, je mets les pieds dans le plat. C'est facile de dire on ne doit pas discriminer en réponse à une problématique liée au genre. Soit, très bien, c'est un choix personnel. Mais est-ce qu'en dur, là, présentement, dans votre entreprise, dans votre équipe, vous mettez en place des choses qui maintiennent, qui retiennent et qui attirent les femmes dans vos équipes tech? Si la réponse, elle est non aux 3 questions, franchement, faites de la discrimination positive et ne me posez pas de questions. C'est hyper important d'avoir ça en tête. Parfois, il faut être un petit peu plus radical aussi, parce que ce sont des chiffres qui sont vraiment... Ce n'est pas des tout petits taux que je vous présente, c'est quand même des... qui passent le 5% depuis tout à l'heure. On va passer à l'action. Vous êtes prêts ou pas? Trop bien. Alors, moi, ce que j'aime bien présenter, c'est souvent ces actions qui résultent de l'habitus. Alors, donc là, c'est comment on arrive à avoir une parole libérée en entreprise, prendre du feedback de manière constructive. Généralement, il y a 2 points d'entrée. C'est de minimiser les interruptions quand on a une femme qui parle dans l'équipe. Alors, peut-être que ça vous est déjà arrivé qu'on vous interrompe juste parce que vous êtes une femme. Voilà. Ou alors peut-être que vous interrompez sans même vous en rendre compte. Aussi, écoutez les besoins de vos employés et faites en sorte de les accommoder. Voilà. Aussi, on a besoin de clarté, on a besoin de transparence, s'il vous plaît. C'est quoi la paye? C'est quoi la paye, en fait? Et vous savez ce que c'est d'arriver à la machine à café et de savoir que sur un poste analogue, votre collègue masculin, il est 10% de plus. Et vous savez à quel point ça fait mal au crâne de dire ok, donc moi je suis en train de suer, je suis en train de m'adapter tout le temps, je suis en train de faire en sorte de me remettre constamment en question pour ça. Eh bien, génial! C'est génial. Franchement, c'est l'un des trucs les plus démotivants. On a besoin de transparence, on a besoin de transparence dans les payes, on a besoin de transparence dans les évolutions de poste. Ça, c'est primordial. Si vous pouvez le faire apparaître dans votre annonce, c'est génial. Donc, je vous le disais, transparence sur la façon dont on développe du coup sa prise de poste, et aussi on le fait de manière juste. Quel est le career path? Ça, c'est hyper important pour nous. Sans ça, on ne pourra pas nous organiser et avoir envie de rentrer dans vos équipes et surtout d'y rester. Parce que c'est un peu le but quand même, c'est quand même de rester un petit peu plus et de ne pas de faire partie des une femme sur 2 avant 35 ans qui se barre de la tech parce qu'elle est épuisée. Off time,
Oui, alors ça c'est bien aussi, si vous faites des trucs off, style événement, ou même juste impôts, hein, juste pas être dans la broculture et penser à des activités connexes qui peuvent sortir justement du fameux bière, baby-foot, FIFA, bar. Parfois, on a des trucs qui peuvent sortir de l'ordinaire et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être, par exemple, à l'organisation d'un événement en off-time et de vous être posé la question, qu'est-ce qu'on fait pour l'équipe ? On a des gens de chez Chaudot, donc je sais que vous y pensez. Mais tu veux dire ce que vous faites du coup ? Attends, il y a juste le micro qui va arriver. Tu parles des événements off-time, par exemple ? Bah, après, c'est sûr qu'on essaye d'être inclusif et de ne pas être dans la culture de l'alcool, faire des activités qui sont très orientées masculines. Ouais. De toute manière, nous, on a des cercles qui sont en non-mixité qui peuvent justement réfléchir sur ce genre de sujet et qui vont être force de proposition et faire des trucs. On n'a pas de baby, ce genre de trucs. Après, des fois, ça arrive qu'il y ait des activités qui soient plus orientées. Ça arrive qu'il y ait des gens qui aillent faire des foot aussi avec le budget de la boîte. Bien mais sûr, ouais. Il y a aussi tout un tas de choses à côté où on s'est plus inclusif et où on essaye d'avoir en tout cas toute la partie, d'avoir tout le monde en fait un peu indépendamment du genre de chacun. Oui, complètement. Voilà. Mais c'est pour ça que je disais do not rely on bro culture, parce que c'est exactement ça. En fait, souvent, c'est la facilité qu'on se dit, oh, de toute façon, ça fera le job, ce truc. Et en fait, c'est souvent en se disant, ça fera le job, ce truc, qu'on oublie que ça ne le fait pas du tout et qu'on crée une culture. Et plus on la solidifie au travers d'activités qui ne sont pas du tout inclusives, et ben, malheureusement, plus on se retrouve à exclure les gens. Et c'est pour ça que je me permets, parce que je sais que vous réfléchissez à ça, que vous avez on appelle ça un think tank féminin qui réfléchit aussi aux actions qui peuvent être mises en place du coup chez vous. Oui. Des exemples d'activités inclusives. Un escape game, c'est assez inclusif. Après, nous, on fait pas mal de trucs du genre, on a fait des initiations à la photo. Après, nous, on fait des trucs pour les intégrations des gens. Je suis allé, parce que c'est au choix, c'est à la carte, je suis allé faire du trampoline avec une des salariées. C'était cool, même si j'avais peur, moi, parce que je suis pas très solide. Et non, mais je sais pas. On fait des fois de la VR, des trucs comme ça, mais ça reste des escape games et pas trop. On n'est pas trop dans la culture. On fait des trucs de sport, etc., mais plutôt en mixité. Voilà, mais après, moi, j'aime bien aussi me dire que même aller faire du foot, ça peut ne pas être une activité de mec, mais c'est juste que c'est souvent la culture autour qui peut être toxique et il faut juste être inclusif. Et c'est sûr que si on va faire un foot en mixité, il faut que les gens jouent tranquille, quoi. C'est sûr qu'il y a des différences des fois de gabarit et tu joues pas comme avec quand tu joues en club ou ce genre de truc. C'est plus dans l'attitude en fait. Tu peux rendre n'importe quelle activité inclusive, je pense. Voilà. Mais après, nous, on fait pas mal de trucs. Même ça nous arrive d'aller à des expos, des concerts, ce genre de trucs. En fait, chacun peut proposer des activités et après va qui veut, quoi, chez nous. Oui, c'est ça aussi qui est assez intéressant dans votre modèle, c'est qu'il y a toujours la question du choix et la question de la prise en compte des différences de chacun. Je pense que c'est là où vous tirez votre épingle du jeu, c'est que finalement, vous ne créez pas une culture unique. Et après, non, je vais peut-être arrêter de parler de la boîte. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait témoigner En exemple, dans ma boîte, ils ont fait un atelier cuisine et c'était trop cool. Et j'ai pu faire peur à mes collègues en tenant 2 couteaux et en les... et sinon, il y a un truc, c'est mon agence, quand ils ont été au BDXIO, ou je sais plus quoi, ils avaient, au lieu d'avoir de la bière, ils avaient de l'ice tea, je crois, et vraiment, parce que moi, je n'aime pas la bière, je déteste ça. Et souvent, ce qu'ils faisaient avant que j'arrive, ils avaient plein de, quand ils faisaient des afters et tout ça, plein de gammes de bière, plein de choix de bière. Et toi, si tu bois pas d'alcool, tu avais du jus d'orange
qui est quand même le pire jeu de l'histoire de l'humanité. Je suis désolée. Et après, du coup, moi, j'ai dit pendant mon entretien, j'ai dit, ce serait bien qu'il y ait plus de soft. Et le truc d'après, il y avait de l'orangina, il y avait du jus de pomme, il y avait bio, je sais pas quoi. Enfin, ils avaient vraiment pris en compte. Et du coup, ça m'a fait plaisir. Et pareil, là, ils étaient à la Gilles Tour et je leur ai dit, ouais, c'est bien, vos bières... mettez l'ice tea, moi j'ai goûté l'ice tea. Et je trouve que c'est des trucs comme ça, tout de suite, les gens qui boivent pas d'alcool, moi je sais pas, j'ai pas envie d'aller à un stand où ils donnent de la bière. Parce que dans leur petite vidéo pitch qui passait en début d'Agile Tour, il y avait justement, on voyait la bière, et j'ai entendu les gens, oh cool, il y a de la bière à ce stand-là, on va y aller. Je me suis dit, ah ouais, donc ça marche, mais je suis juste pas la cible, quoi. Et du coup, je me dis, il y a des petits trucs comme ça, tout con, qui peuvent vraiment faire la différence. Carrément. Moi, je bois pas d'alcool non plus. Et tu vois, l'un des premiers feedbacks qu'on m'a dit quand j'avais fait ma toute première conf à Devox, du coup, qui était musulmane. Oh, mais merci, parler du fait de ne pas avoir la culture de l'alcool. J'ai dit, mais oui, mais c'est vrai en même temps, parce que ça exclut aussi des populations qui, par religion ou par état de santé, moi, c'est par état de santé, j'ai pas de transparence sur ce qui va se passer pendant la soirée et que je sais que c'est beaucoup axé sur l'alcool, j'y vais pas. Voilà. Donc des fois on s'auto-exclut aussi. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait rajouter un point ou non? Ok. Hop. Oui, donc vraiment essayer d'avoir les femmes qui peuvent parler dans vos équipes. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais souvent on va pas avoir on va pas nous pousser à prendre la parole, à parler de ce qu'on fait, ce qu'on a appris, ça peut être nos épiphanies, mais en même temps des moments où on est hyper fiers de montrer notre job. Et parfois on va plus promouvoir le super taf du collègue qui a appris des trucs avec ses autres bros, et du coup toi t'es là et t'es en mode mais je suis pas bro. Super, moi du coup je parle pas. Et de fait ça exclut énormément. Ça c'est hyper important de garder ça à l'esprit. Et aussi s'il y a moyen de pouvoir investir financièrement dans les actions d'empouvoirment des femmes, comme des formations. C'est un point aussi qui revient assez souvent dans la manière des femmes dans les équipes tech. Ça leur donne aussi envie de devenir un rôle modèle, parce qu'en fait, ça n'est pas comme ça. C'est-à-dire que plus on investit chez quelqu'un, plus cette personne a envie de montrer qu'elle est contente d'être là. En général, ça fonctionne vraiment de cette manière-là. Et je le disais, on a besoin aussi de savoir qu'on est compétente et qu'on fait partie de l'équipe et qu'on est bien intégré et qu'on prend la parole en tant que femme là-dessus, et pas juste parce qu'on est des women of duty, donc la femme de service. Vous savez, la femme de service qu'on va coller partout, dans tous les trucs de communication, sur Welcome to the Jungle, et la meuf, elle est là tout le temps. Ou alors, tu as une minorité, elle est partout. Et des fois, moi, je le vois et je suis en train de piloter des campagnes et je me dis, c'est un peu chaud quand même, non? On varie, on fait quoi? Donc, ouais, faites juste gaffe à ça. Évidemment, il est question de promouvoir la diversité, mais il s'agit aussi de bien la promouvoir. Quand on a envie de bien la promouvoir, vraiment investissez, que ce soit financièrement, en temps, en accompagnement, pour qu'on ait envie d'être ambassadeur de l'équipe et de l'entreprise. Donc, mettant en avant à n'importe quel moment aussi des actions concrètes de ce que font les femmes. Ça peut être par exemple dans des articles de blog, donner la parole aux femmes, ce qu'elles font, ce qu'elles sont, du coup, les formations auxquelles elles ont participé, je sais pas, des journées d'équipe. En fait, l'idée, c'est de faire témoigner les femmes pour qu'elles donnent aussi envie à d'autres femmes d'arriver. Tout ça, c'est vraiment un cercle vertueux, et gardez ça en tête. C'est hyper important pour nous d'avoir aussi cette représentativité qui parle. On se tient beaucoup à des témoignages qui sont tangibles. Si on a besoin de chiffres et de sources pour parler de certains faits, nous, c'est un peu pareil. On a besoin de savoir que les actions annonce ou dans le site ou peu importe, où là on va mettre en évidence les femmes, qu'il y ait du concret derrière. On en a besoin. On a besoin de monter en compétences et on a besoin de savoir quel est votre style de recrutement et aussi votre process, votre style de management et votre process de recrutement. Je dis ça parce que des fois c'est très compliqué et moi je suis pas maman mais je discute avec des parents des fois qui me disent franchement j'en peux plus, je me retrouve harcelée sur tous les canaux possibles. On m'appelle de manière intempestive et on me donne des rendez-vous à des heures que je ne peux pas gérer en fait parce que je m'occupe de mes petits, quoi. Donc je fais comment Et ça, c'est des points qui sont aussi très très excluants. Donc si jamais vous êtes en lien avec des recruteurs, vous leur dites de ne pas appeler n'importe comment, de bien faire leur job là-dessus.
Autre point, attirer les femmes avec des actions concrètes et surtout sur le long terme. Vous savez, genre féminiser les titres de poste, c'est trop bien. Vous le savez ça ou pas? Genre développeuse, quoi. Pas développeur. Est-ce que vous êtes contre le terme développeuse? Non? Génial. Des fois, les gens, ils lèvent la main quand je pose la question, hein, donc je pose la question. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des revendications qui sont quand même plus fortes sur les générations plus jeunes. C'est pour ça qu'il y avait mon amorce au départ. Il y a quand même une véritable volonté de mettre son titre de poste au féminin aujourd'hui. C'est une revendication et on est très très fiers de ça. C'est aussi important parce que dans le recrutement, il suffit de faire une recherche booléenne sur LinkedIn. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà recruté sur LinkedIn ou pas du tout. Ok, donc tu vois de quoi je parle. Il suffit de faire une requête booléenne pour en fait taper uniquement développeur, excluant ou avec du coup développeuse. Bref, c'est un peu particulier cette histoire. Quand bien même, en fait, si on exclut le terme, enfin si on prend en principal uniquement le terme développeur, et ben c'est sûr qu'on n'aura que des développeurs. Sauf que du coup, on se prive d'un pipe où du coup on a des développeurs femmes qui se disent développeuses. Donc faites gaffe à ça. Aussi, vous pouvez aller dans les écoles supérieures pour discuter de ce que vous faites au quotidien dans vos équipes. Pas obligé que ce soit est-ce que j'ai envie de bosser plutôt en start-up? Franchement, allez proposer des choses aux équipes pédagogiques. En général, elles sont assez friandes de ça. Moi, je l'ai pu m'en rendre compte. C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir des journées dédiées tout simplement à la professionnalisation et ce qui se passe après. Donc, si vous avez la possibilité de montrer ce que vous faites, et en plus montrer ce que vous faites pour les femmes, alors là, pain béni, on est trop contente. Et aussi, forcément, promettez des choses concrètes et pas hypothétiques dans votre annonce. Si vous êtes en capacité de le faire, ce serait vraiment très, très cool. En conclusion, il y a des chiffres que j'ai envie de vous partager rapidement, tout simplement pour que vous compreniez l'impact que ça a sur les rapports très, très récents dans les fondateurs et fondatrices de start-up. Dites-vous que ça a un impact direct, en fait, sur toutes les entreprises qui émergent. On se retrouve uniquement avec 5% des startups françaises qui sont fondées uniquement par des équipes féminines, et juste féminines. Par contre, dites-vous que quand il y a du coup un cofondateur et une cofondatrice, c'est bizarre, mais elles obtiennent, ces équipes-là, 3 fois plus de funding du coup, que les équipes qui sont exclusivement féminines. Vous savez pourquoi ou pas? Alors, c'est des biais en plus. Ah, on a une. Exactement. Ça donne l'impression que l'entreprise est plus viable et plus posée. Oui. Si c'est un CTO en plus, ça pèse. Complètement. Mais voilà, il faut avoir une figure sérieuse. C'est ça. En effet, c'est-à-dire que l'homme est un genre réassurant pour les investisseurs. Autre biais qui va vous paraître complètement fucked up. Il se trouve qu'on n'a pas toute la chance, je dis bien la chance, d'être né avec une voix grave. Mais sachez que quand on est une femme avec une voix grave, on est perçu comme plus crédible. Donc si je vous parlais comme ça depuis tout à l'heure, il est possible que vous me trouviez un petit peu bizarre. C'est une réaction que vous avez qui est normale, vous avez envie de rire. Eh bien, sachez que ça, la voix, la manière de poser sa voix, la façon dont on peut avoir une voix grave en tant que femme, c'est quelque chose qui nous ampute de financement. Voilà, la misogynie. C'est sympa quand même. Hein. Franchement, non, mais il y a des biais, on n'y pense pas. Mais moi, quand j'ai fait mes études, quand j'ai collecté toutes ces études pour comprendre ce qui se passait derrière, c'est quand même très, très bizarre. Donc voilà. Ça fonctionne de manière très réaliste parce que, hélas, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et donc, autre point aussi qui peut être assez intéressant, c'est que, je vous parlais de minorité à un moment donné, dites-vous que bien qu'il y ait des efforts qui sont faits sur le genre, on n'oublie pas non plus que
les femmes LGBT existent, les femmes noires existent, les femmes arabes existent, etc. C'est très, voilà, il y a plusieurs couches, je vous le disais à la base. Donc malheureusement, plus on exclut et plus on est exclu et en plus en minorité, qu'est-ce qui se passe? On reste avec les minorités qui nous ressemblent. Donc on recrée des statu quo et c'est sans fin. On recrée des groupes qui nous ressemblent. C'est pas forcément une mauvaise idée en soi, hein, mais c'est juste que parfois on est très fatigué d'être une minorité et on a juste envie d'être avec des gens qui nous ressemblent. Donc quand vous voyez des mouvements qui s'appellent Lesbian in Tech, Black Women in Tech, ça sort pas de nulle part. À force d'être exclus, ces personnes-là finissent par allier leurs forces pour proposer des produits qui répondent aux problématiques qu'elles-mêmes vivent. Donc on se retrouve avec des lieux de sororité, donc sororité versus fraternité, et des lieux d'adelphité. Alors là, adelphité, du coup, c'est sororité plus fraternité. Et tout ça, ça donne quoi? Ça donne lieu à des safe places. Je pense que vous connaissez le terme aujourd'hui. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on a parfois que des boîtes qui sont montées juste avec des femmes, alors qu'avec des femmes noires, qu'avec des femmes lesbiennes, etc. Donc, c'est très parlant, cette histoire d'exclusion. Gardez ces chiffres en tête, ils sont un peu flippants. Moi, je trouve ça flippant et en même temps, c'est aussi l'occasion d'avoir quand même des produits et des services qui correspondent à des besoins très spécifiques. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, une femme sur 5 pense à quitter son job. On se retrouve à une femme sur 2 avant 35 ans qui a envie de quitter la tech aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas mis à jour. Plus on est marginalisé, plus on a envie d'être freelance aussi, parce qu'on est fatigué d'avoir des esprits d'équipe qui sont très contraignants. On parlait d'adaptabilité, et c'est exactement ça. Et donc finalement, on se retrouve avec des équipes qui sont de plus en plus féminines et exclues. J'aimerais, pour clôturer tout ça, que vous pensiez à une femme potentiellement dans votre équipe. Ça peut être votre collègue, ça peut être une alternante, ça peut être, je sais pas moi, votre directrice, bref, votre famille d'ailleurs, ça peut être aussi votre entourage. Une femme qui vous a demandé de l'aide sur une problématique en particulier. J'aimerais que vous réfléchissiez à la façon dont vous avez répondu à cette problématique. Quels ont été les freins que vous avez pu rencontrer, que ce soit mental, que ce soit tangible. J'aimerais que vous gardiez ça en tête et que vous repartiez avec ça. Et j'ai aussi envie de vous dire qu'il y a quand même des grandes figures en fait, qui ont fait la tech. Ça, on l'oublie, parce que malheureusement, la culture Game Boy a été extrêmement marketing. Pourquoi pas Game Girl? Who knows? Donc voilà, il ne faut pas oublier quand même que la tech, c'est des grandes figures féminines qui se sont battues parfois contre des climats de ségrégation énormes. Rien que Melba Roy-Mouton, ou Marianne Krog, ou Katherine Johnson, Mary Jackson sont des femmes qui ont quand même participé au projet Apollo, et on les oublie. Et pourtant, elles sont quand même à la tête de trucs extraordinaires qui nous permettent aujourd'hui de faire des avancées folles en termes d'aéronautique. On a Hedy Lamarr qui a créé le Wi-Fi. Alors souvent, ou la Wi-Fi, je sais pas. Souvent, on pense uniquement au fait que c'était une actrice, qu'elle était trop belle. C'est quand même dommage que derrière sa beauté, on oublie qu'elle a quand même participé à un truc qui nous permet aujourd'hui de... moi, rien que là, aujourd'hui, je vous présente la conférence grâce à la connexion. Donc, c'est quand même pas mal. On a aussi Marsha Ray Williams, Grace Hopper, Marianne F. Keller. Dans les plus récentes, on a Padma Warrior, Anita Borg, Susan Carey. On a aussi Dorothy Vaughan, Maudie Adjameya, Kinda Ibrahim, Ming Hu, Aisha Bin Bouti. En fait, on en a plein. On a même les femmes qui sont présentes aujourd'hui dans cette salle. Tout le monde a un rôle modèle. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'on a tout un impact. En fait, je vous le disais, c'est un peu la conclusion de tout ça, c'est qu'on va attirer aussi avec des actions concrètes. Et il ne faut pas zapper qu'il y a eu quand même une façon d'effacer et d'enrayer toute cette culture de la tech pour la mettre au masculin. Et désolé, mais le masculin ne l'emportera pas sur le féminin cette fois-ci. Voilà, dans les points clés pour finir, c'est que la diversité, c'est essentiel. Je pense que vous l'avez compris. L'inclusion, ça fait en sorte que chacun ait envie de se sentir à l'aise, un peu à la maison quand il arrive dans son équipe. Il n'y a rien de plus sympa que de se dire « c'est trop cool, aujourd'hui je vais travailler, je vais retrouver des gens que j'aime bien ». Aussi, un point important, c'est que la diversité et l'inclusion, ça booste quand même vachement bien la productivité. Et puis ça dynamise aussi les minorités qui font partie de votre équipe. C'est aussi une façon de dépasser en fait, le préjudice, comme je vous disais, qu'il soit moral ou autre,
et comprendre votre habitus que de comprendre ce qu'est l'inclusion et l'intersection. Et également, j'ai envie de vous dire que tout simplement assurer la diversité, c'est quand même un effort de groupe, un effort individuel, et comprendre les privilèges et le pouvoir qu'on a dans tout ça, et c'est une façon d'embrasser et de prendre contre soi le changement. Donc merci de m'avoir écouté, et j'ai juste envie de vous dire que c'est à vous de jouer maintenant. Voilà. Donc vous pouvez me suivre sur LinkedIn si vous avez plus envie d'un ton professionnel, et si vous aimez bien les agitatrices des réseaux sociaux, vous me suivez sur Twitter, vous ne serez pas déçus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Vous avez bien aimé le format? Ok. C'est sûr. Si tu poses pas une question pertinente, ça va chier. Merci. Merci pour la présentation. Avec plaisir. Juste sur la fin, tu donnes des chiffres, et j'aurais bien aimé avoir en fait la contrepartie, on va dire. Par exemple, tu dis qu'il y a 5% des startups qui sont fondées par des équipes féminines, Ouais. Entièrement féminines. J'aurais aimé avoir le chiffre, mais je ne sais pas si tu les as. Je dois les avoir. Combien il y a de startups fondées par des équipes entièrement masculines Et avant, tu as donné un autre chiffre, je me suis fait la même réflexion. C'était 2 slides avant, mais j'ai oublié de quoi il s'agit. Là. Ok, de toute façon, je vous vais pas le passerai faire, les slides et la bibliothèque de ressources, parce que j'en ai une. Comme ça, vous pourrez aussi consulter toutes les études qui sont affiliées à cette conférence. Ça vous donnera de la matière pour vous appuyer dans toutes vos démarches. Merci. Je vous l'enverrai sur Twitter peut-être, et comme ça, vous pourrez le diffuser sur le groupe. Voilà. Il y avait d'autres questions? Ah oui, on en a une. Ouais, moi je me posais en fait une question. À un moment, tu parlais de mettre, dans les pistes d'action, de mettre en avant les femmes qui progressent dans la boîte. Et je me demandais, en fait, je me pose la question du risque que ça puisse paraître. Moi, je sais que je suis assez critique vis-à-vis de la com des entreprises, surtout, quand c'est dans du recrutement, etc. Bien sûr. Et que ça puisse paraître, un peu comme une manipulation, quoi. Tu mets en avant, mais en fait derrière c'est tout creux, quoi. Je sais pas à quel point c'est ressenti, comment c'est ressenti. Il faut que ce soit de la, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une action que vous mettez en avant, mais aussi que c'est à dispo. Pas juste dire hey, toi, femme de l'équipe là-bas, viens là, tu vas venir faire la com. Non, voilà, l'idée, c'est vraiment qu'elle soit aussi volontaire. Moi, je te dis ça parce que ça m'est arrivé de piloter des articles de ce genre pour de la marque employeur quand j'étais chez We Love Dev, ça m'arrive encore aujourd'hui. La question, c'est évidemment de le faire avec des femmes qui sont, volontaires, de deux, et de laisser aussi une marge d'action sur ce dont elle a envie de parler. Pas lui imposer et juste, tu vois, moi, c'est des trucs, j'aime bien être dans une démarche très ouverte et donc demander à la personne, donc toi, tu as envie de mettre quoi en avant, c'est quoi ta routine, qu'est-ce qui fait que tu as envie de dire à d'autres femmes de venir de venir dans ta boîte, qu'est-ce qui serait quelque chose de motivant pour toi à rejoindre si tu devais, je sais pas, faire un retour en arrière il y a 5 ans, pourquoi tu postulerais dans ta boîte actuelle? C'est typiquement ce genre de questions. Après, il faut être aidé par la com, concrètement, et notamment comme RH, comme marque employeur. Mais en général, tu peux avoir des bonnes questions qui peuvent aussi orienter la façon dont l'article il va pas tomber dans le bullshit. Mais c'est compliqué de trouver quelqu'un qui veut pas de bullshit. Voilà. C'est une question de ça. Moi, c'est mon axe. Une autre question? Je reviens sur mes questions d'avant. Je me suis souvenu. Donc, le premier chiffre, c'était une femme sur 5 a envie de quitter son poste. C'est ça. C'est une femme sur 5 dans la tech. Moi, ça me paraît pas beaucoup. Et parce que je pense que parmi les hommes, il y a au moins autant, peut-être plus,
Donc, enfin, ça me paraît sous-estimé. C'est probable. Et je pense que là, pour le coup, pour des raisons sans doute complètement différentes, mais dans la tech, il y a énormément de gens aussi qui veulent partir. Et là, du coup, ça aurait été intéressant de voir là aussi la proportion homme-femme. Après, il faut voir que déjà, on part sur une infériorité numérique, du coup. C'est-à-dire que les femmes sont déjà beaucoup moins présentes dans les équipes. Donc, en fait, ça fait... En termes de proportion, c'est pas mal. Hein. Et comme je disais, les chiffres sont remis à jour. Moi, c'est un chiffre. Enfin, une femme sur 5 veut quitter son équipe. Ça ne veut pas dire qu'elle a envie forcément de quitter la boîte, en fait. Parce que souvent, oui, point intéressant, souvent on a des développeuses qui font ce switch et qui deviennent PO. Donc voilà. Et oui, parce qu'en fait, à force d'être tout le temps affiliée aux qualités du care, eh ben, on finit par se dire, bah, tiens, je vais prendre un job qui est entre deux. Donc en fait, ces femmes-là, elles ne quittent pas spécifiquement la tech. En fait. Le chiffre qui est à jour, que je vous disais, et qui par contre l'a fait flipper, c'est que c'est une femme sur deux maintenant, en 2021, avant 35 ans, a envie de se barrer de la tech totalement. Ça, par contre, ça me paraît énorme. Oui. Voilà. C'était juste le fait de dire qu'il y a une femme sur 5 qui veut quitter son poste actuel. Oui. Pas pour quitter la tech, si j'ai bien compris la statistique. Là, ça me paraît relativement peu par rapport à l'impression que j'ai, où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je sais pas, on me dirait qu'il y a 30 ou 40% des gens qui sont dans la tech qui veulent changer de poste. Et j'inclus tout le monde, du coup, là, ça ne m'étonnerait pas du tout. Intéressant. Ça va? Personne n'a fait une chute, non? Ok, ça va. Mais moi, je regarderai et on pourra en discuter. Dans nos derniers processus de recrutement, on avait vraiment voulu essayer de recruter une fille. Et une des candidates nous a dit qu'elle a arrêté le processus de recrutement parce qu'il n'y avait aucune fille dans l'équipe. Comment on pourrait pas la convaincre, mais faire en sorte de l'attraper, qu'elle donne pas cette réponse-là ou qu'elle arrête le recrutement, la convaincre, je ne sais pas. Voilà. Mais est-ce que vous lui avez posé la question de pourquoi elle avait si peur que ça d'aller dans une équipe uniquement masculine? C'est pas moi qui ai la réponse, c'est quelqu'un un peu plus... Ok. Ce serait intéressant de savoir. Parce que tout dépend de comment ça a été abordé, tout ça. Encore une fois, tu vois, moi, je te dis, je suis arrivée chez We Love Dev, il n'y avait que des mecs. Hein. Je me suis dit, allez, on va y aller quand même parce que la mission, elle est cool. Et je pense que c'est vraiment ça. Quand on te promet du concret et qu'on te démontre qu'il y a une démarche, ça a quand même tendance à débloquer plein de freins. Moi, je sais que c'est vraiment ça qui m'a boosté et qui m'a fait ne plus me poser de questions à un moment donné où je me suis dit, bon, vas-y, tu sais quoi, j'y vais et je plonge, même si ça a l'air d'être un sacré challenge, cette histoire. Mais ouais, je pense essayer de trouver l'information, peut-être si quelqu'un l'a, ou si on a posé la question du coup à cette fille, parce qu'en soi, tant que tes missions proposées, elles sont intéressantes, que tu penses qu'au niveau des compétences, ça match, c'est peut-être, je sais pas si c'est la culture de la boîte... ce serait que ça, moi, mon point. Je pense que c'est culture de boîte. Mais est-ce qu'il y a vraiment tant de choses que ça à remettre en question chez vous? Après, à voir. Hein. Si ça se trouve, c'est peut-être ça. Juste qu'il manque, je sais pas, un jargon peut-être plus inclusif. Est-ce que les choses sont pensées en développeurs et développeuses ou tu vois? Est-ce que les choses sont féminisées? Et encore, je parle même pas d'écriture inclusive avec le point médian. Hein. Je parle juste de vraiment faire apparaître la féminisation des mots. Hein. Voilà, ça peut être une piste. Dis-moi. Il y a un truc qui peut peut-être aider à la question qui vient d'être posée. Ça fait 9 ans, bientôt et demi, bientôt 10 ans, pardon, que je fais du dev. Et sur toute ma carrière, je crois qu'on m'a dit 7 ou 8 fois en recrutement ah non, mais on veut absolument plus de mixité, on n'est que des mecs et on veut absolument recruter des femmes. Et je dis pourquoi? Ok, c'est cool, pourquoi? C'est ça, c'est la réponse au pourquoi. Et personne n'a jamais su me dire pourquoi. Bah, parce que c'est mieux, parce que c'est gentil. D'accord, ok. En vrai, je pense qu'il faut vraiment se poser la question avant de faire un recrutement, ou une tentative de recrutement avec une femme, peut-être. Parce que du coup, moi, je me suis dit, ok, ils veulent un cookie pour dire qu'ils ont de l'inclusion et gagner des quotas, mais derrière, est-ce que je vais vraiment être à ma place? Et je pense que ça peut peut-être aider, ça peut être une piste. Bah, complètement. C'est pour ça que je dis promettre du vrai, du concret et pas de l'hypothétique. Hein.
l'accompagnement professionnel, la transparence de la grille salariale, de l'évolution, ça c'est des choses qui vont te parler. Si tu sais déjà avancer ces arguments-là, en principe, il n'y a pas de problème. Mais en effet, la question du pourquoi, très Simon Sinek cette histoire. Mais oui. Du coup, moi, c'est pour réagir à ce que vient de dire Manon. Ça m'a fait penser au tokenisme, où vraiment... ah tiens, t'es une femme, en plus t'es noire, let's go, on va te mettre en photo, ça va être sympa, on va montrer qu'on aime la diversité. Et ça, c'est un truc que je sais pas si d'autres femmes l'ont entendu, mais on m'a déjà posé la question, tu penses que t'as été engagée parce que t'es une femme, ou non, mais c'est parce que t'es une femme que t'as été prise, et c'est des choses quand déjà toi tu doutes de tes compétences qui vraiment te tuent à l'intérieur. Et du coup, pour revenir sur la personne qui a refusé, moi je sais que dans toutes les boîtes où j'ai été, il y avait déjà des femmes, et ça m'aurait en effet refroidi de me dire qu'il y avait 0 femme avant, parce que je me serais dit, ok, on est en 2000 machin, pourquoi il y a 0 femme? Est-ce que c'est la culture de la boîte ou c'est dans le process? Enfin, je me serais posé plein de questions. Peut-être que j'aurais pas mis fin au processus, mais j'aurais certainement eu des questions sur ça, sur l'accompagnement. Pourquoi il y a eu 0 femme avant? Est-ce qu'elles sont parties? Pourquoi? Enfin, et en fait, c'est un signal, c'est plein de trucs qu'on analyse quand on postule, justement. On se dit déjà, on veut avoir 90% des compétences. Ensuite, on se dit, ok, si j'ai les compétences, je postule. Mais ensuite, on se rend compte que la culture de la boîte peut coincer. Et du coup, c'est vachement difficile de changer de boîte. Moi, j'ai changé de boîte et j'ai mis du temps à partir parce que je ne savais pas ce que j'allais trouver. Et c'est pour ça que penser l'offre, la communication et tout ça, ça impacte beaucoup. Et surtout... les femmes dev, on est souvent dans des réseaux et on se parle et on s'échange des bons contacts, etc. Donc s'il y en a une, c'est un peu con, mais c'est le bouche à oreille. S'il y en a une qui a une bonne expérience, délivré le secret ultime. Ah, t'as raison, dis-le. Voilà. Et du coup, faut vraiment pas hésiter à expliciter des choses, parce que l'implicite, c'est... Enfin, surtout quand on arrive dans la tech et qu'on ne vient pas de la tech, c'est un peu et surtout quand on est sur Twitter aussi, c'est horrible. Moi, dans un tweet, on m'a parlé de la colonisation et de l'écart salarial dans un seul tweet. Donc, je me suis dit, ce gars-là est en poste, donc ça veut dire que potentiellement, je peux me retrouver à travailler avec lui sans m'en rendre compte, parce que souvent, aussi dans les entreprises, je trouve que les gens se donnent une bonne figure. Et ensuite, tu vas voir leur compte Twitter et tu te rends compte, mais non, mais en fait... il est comme ça en vrai. Du coup, ils se font des comptes anonymes, on les connaît. Mais il y a des choses aussi. Moi, je fais ça. Je vais voir les profils des gens qui travaillent dans la boîte pour voir un peu. Sur LinkedIn, je suis pas une stalkeuse, hein, calme. Mais des fois, ils me linkent leur Twitter. Tu vas sur Twitter et puis tu vois un peu ce qu'il y a au Twitter en mode. Je suis pas sûre d'avoir envie de travailler. Donc il y a peut-être des choses comme ça qu'il faut aller voir parce que. Bon, je suis peut-être un cas particulier, mais moi, je suis vachement dans l'analyse de « Ok, cette boîte, je vais trouver toutes les informations qu'il y a sur cette boîte avant de voir si je postule. » Vous avez changé les mauvais plans. Ah oui, il y a la liste noire, elle est commune. Ah oui. Non, mais c'est intéressant de parler des communautés féminines de la tech, parce que c'est exactement ça. Bien sûr qu'on se passe les bons contacts et qu'on s'évite les pires situations. On se parle et oui, on stalk aussi. Et, en fait, des fois, il y a tellement de dingueries. Je vous parlais de culture du viol et autres péripéties malheureuses. Donc forcément, oui, quand on a envie d'arriver dans un endroit sain, on fait tout pour que nous, entre femmes, on y arrive, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah oui. Oui. Donc aux valeurs qui vont transparaître, le why justement, c'est quoi la raison d'être, et si on ne sent pas de connexion, évidemment déjà ça pose un souci. Moi je travaille actuellement dans une boîte dans le digital où on a presque plus de mal à recruter des hommes dev. On a surtout la majorité, ce sont des femmes, donc ce qui est assez rare. Je travaillais avant, j'étais bénévole dans une asso qui s'appelle Style Numérique, qui est très présente sur le territoire et qui veut accompagner en fait les entreprises justement à essayer de comprendre pourquoi ils n'arrivent pas
accompagner les entreprises dans la transformation digitale, on est surtout des femmes. Oui, complètement. On est un contre-exemple sur la Bretagne, et donc ça les a déplacés. Oui, mais parce que c'est des challenges qui justement attirent aussi beaucoup plus un public féminin parce qu'il y a un vrai but et une transparence dans le why dont vous parlez. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup. Et c'est vrai que même toutes les boîtes que j'ai pu accompagner où il y avait cette mouvance parfois territoriale ou alors même du gouvernement, en effet, les équipes sont beaucoup plus féminines parce que le but est plus clair, il est plus orienté valeurs fortes, humaines, et de facto, en fait, les femmes y vont assez naturellement. Donc, je vous rejoins, c'est un point que je partage avec vous dans mes observations. Est-ce qu'il y avait un autre point, une autre remarque ? Ouais, moi, c'est pas une question, c'est plutôt une offre. Voilà, je vous propose un poste d'alternant ou d'alternante, de stagiaire dans le DevSecOps. Alors, il y a une grille de salaire pour les stagiaires et les alternants. Très bien. Il y a déjà plusieurs filles dans l'équipe. Trop bien. On fait du mentorat, c'est-à-dire que à la fois j'accompagne, mais aussi on demande aux membres de l'équipe de présenter des sujets de temps en temps. Cool. Et on a une approche agile, donc on essaye d'être bienveillant et de donner la parole aux gens, d'avoir des rétros pour faire remonter des infos. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez passer me voir. Oh, c'est top. Oui. Il y a aussi une asso que moi je recommande beaucoup pour les femmes d'aide, pas que les femmes et les hommes, c'est Elle Bouge. Oui. C'est effectivement avec une vocation à intervenir bien plus tôt dans le processus, parce qu'on voit qu'en fait les clichés, les stéréotypes qu'ils ont vus dès l'école, dès le collège. C'est ça. Auprès aussi des personnes qui sont en charge de l'éducation ou des parents. Et effectivement des témoignages de femmes de la tech, quel que soit le métier, pour enlever les clichés, répondre à toutes les questions, témoigner de leur parcours, de leurs difficultés qu'elles ont pu avoir, mais aussi de comment ça se passe. Et il y a plein de femmes qui, j'espère, sont épanouies dans la tech. Et c'est important, effectivement, ce rôle modèle-là. Je dis très très tôt. Complètement. Dans les cours de récréation, mais effectivement, des collèges, je pense que c'est là que ça se joue. Et on va toutes fiers à mettre l'édifice en changeant d'idées. Complètement. Oui, c'est vrai que c'est une super asso. Et en effet, plus elles interviennent tôt, plus elles enrayent tout ce continuum misogyne qui malheureusement fait beaucoup trop de mal. Et en vrai, on peut même aller en primaire avec des programmes comme Scratch, il me semble. Je crois que c'est ça. Donc ouais, on peut tout à fait. J'ai pu voir des parents d'élèves aller directement à l'école, présenter aussi ce qu'ils font. Ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait mettre en place également, qui est dans la veine de Elle Bouge. Donc carrément, allez-y, c'est une super asso. C'est bon pour vous du coup? Ça a l'air d'aller. Eh bien, avec plaisir. Si vous voulez, on vous offre un verre à la sortie de l'amphi. Je suis désolé, il y a de la bière et du jus d'orange.